s'il y a un secteur d'activité que certains ne connaissent pas ou connaissent très peu, c'est ce qu'on appelle la reprise d'activité, la continuité d'activité, la cyber-résilience en fait. Imaginez par exemple que Amazon ne peut pas faire 30 minutes sans être fonctionnel, ça fera la une des journaux. Si Facebook ne marche pas, tout le monde le saurait et ce sera problématique pour eux. Il y a une question d'image. Pour une banque, par exemple, de ne pas être fonctionnel ou de ne pas servir ses clients en temps réel, si vous mettez votre carte de crédit, comme dira José tout à l'heure dans notre échange, et que votre agent ne reçoit pas, vous aurez un problème d'air. Donc, dans cet épisode, dans cet échange, j'appelle tout ça un échange en fait, j'ai invité José, qui est expert dans tout ce qui est plan de reprise d'activité aussi. Il va nous partager toute son expérience. Il va nous expliquer comment il met ça en place, avec qui il met ça en place et quel est l'intérêt de mettre ça en place. Au cours de l'épisode aussi, il va nous montrer, il va nous prendre quelques cas bien précis, quelques exemples auxquels il a fait face pendant sa carrière et auxquels il continue à faire face jusqu'à présent d'ailleurs, et nous montrer comment réussir à résoudre tous ces problèmes en fait. Épisode très passionnant, j'ai appris des choses, surtout pour moi qui suis plutôt développeur, DevOps, architecte, dans un secteur plutôt complémentaire de mon activité. Je vous prie de bien vous asseoir, comme je dis toujours. Prenez un bon verre d'eau ou de jus, selon où vous êtes. Et puis, comme je dis toujours, on va passer un très très bon moment encore une autre fois. C'est parti. Bon, monsieur José, bonjour. Bonjour. Et merci de donner quelques instants à Chilo.tech. Maintenant que je me lance sur YouTube, là, l'idée pour moi, c'est de faire deux choses. C'est de faire des tutoriels pour former les gars à continuer et à rester développeurs. Et deuxième chose, je rencontre des experts comme toi dans des domaines bien spécifiques voilà, pour qu'on en parle et pour que ça donne un peu l'envie aux gens de se lancer dans ce domaine ou de comprendre grosso modo ce qu'on fait dans le domaine, parce que tu sais que l'informatique, c'est vaste, c'est varié en fait. Oui. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée. Très bien. OK. Donc, avant qu'on ne se lance là, moi, je veux bien que tu te présentes vite fait pour que les gens sachent à peu près qui tu es. Et voilà. Moi, je m'intéresse surtout au parcours professionnel, je préfère le dire d'emblée. D'accord. Et bon, après, quelque part, je verrai un peu comment on met ça dans la vie privée aussi. Mais bon, pas pour entrer dans tes finances, des choses comme ça, je m'en fous un peu. Le plus important, c'est plutôt le côté pro des choses. Oui. Pour que les gens puissent rapidement se projeter et voir un peu ce que tu fais, quoi. Surtout que tu es dans un domaine un peu spécifique qu'on ne voit pas tous les jours. Donc voilà un peu, quoi. Vas-y, si tu peux te présenter rapidement. Oui, très bien, pas de souci. En tout cas, merci de m'inviter. Donc, moi, c'est José Nguizeu Nzali, pour m'adapter un peu au contexte actuel. Avec les N et les N. Et les N, parce qu'on ne va pas lire le nom tout entier, mais sinon, c'est Nguizeu et Nzali. Donc, Camerounais d'origine. Mon âge... on s'en fout. On s'en fout. Très bien. Du coup, oui, je suis dans le domaine de la continuité d'activité. On en parlera peut-être un peu plus aussi par rapport à mon parcours professionnel. Donc, voilà, je vis en France et voilà, je travaille dans ce domaine-là. C'est quoi, chez Enedis actuellement, c'est ça? Oui, actuellement, je travaille chez Enedis donc, en tant que chef de projet et sur ce domaine notamment du plan de reprise d'activité. Il y a deux choses. Il y a prendre reprise d'activité qui est donc grosso modo lié à un risque, si on va dire ça comme ça. Quand on met des plans de reprise d'activité, grosso modo, c'est parce qu'on veut se parer contre des risques, en gros, j'imagine. Exactement. En fait, oui, tout à fait. En fait, là, grosso modo, on a ce qu'on va d'abord appeler le plan de continuité d'activité, donc qui est abrégé le PCA. Et à l'intérieur du PCA, il y a deux volets principaux qu'on va retrouver. Il y a un volet qui est plutôt métier, parce que voilà, c'est des utilisateurs qui travaillent et tout. On se rassure bien sûr qu'ils puissent continuer en fait à rendre le service ou à faire leur activité. Et il y a un volet IT qui sera plus en fait par rapport aux applications, aux outils qu'on utilise. Et on se dit, voilà, si on a un souci qui arrive, un événement en fait qui soudain, qui n'était pas prévu, on est plus sur un sinistre en fait, qu'on soit en mesure de pouvoir reprendre l'activité rapidement et mettre à disposition des applications aux différents utilisateurs. Il y a un mot que tu as sorti là qui s'appelle un souci. Moi j'appelle ça un risque aussi. C'est quoi, dans le monde informatique, c'est quoi un souci, quoi? Ou bien c'est quoi un risque? Un risque, oui. Alors, un risque, tel qu'on va le définir, grosso modo, c'est tout événement, en gros, qui va empêcher l'atteinte d'un objectif qu'on s'est fixé.
Donc là, pour une entreprise, l'objectif, c'est de pouvoir réaliser un chiffre d'affaires, de pouvoir avoir ces utilisateurs qui continuent de travailler, rendre le service pour lequel l'entreprise a été créée, bien évidemment. Et si finalement il y a quelque chose qui se produit et qui empêche... C'est quoi ce quelque chose? Un Voilà. exemple de quelque chose Et qui quelque chose, voilà, je vais prendre un exemple aussi pour pouvoir Ouais. l'expliquer. Mais du coup, c'est ça en fait qu'on va appeler finalement un risque. Ouais. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le risque n'est pas forcément négatif, parce que le risque peut être également positif. Ah bon? Oui. C'est quoi un Et risque positif? Parce que finalement, un risque négatif. bah, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a ce qu'on appelle des menaces. D'accord. Et la menace, en fait, c'est tout ce qui va transformer finalement un risque en une perte. Parce D'accord. que là, une menace, ça peut être un incendie qui survient, une inondation, une crue, un séisme, en fait. Tout ça, c'est considéré comme étant des menaces. Et une fois que la menace se produit, bah, il y a un risque derrière qui va en découler. Et le D'accord. risque derrière, c'est que finalement, mes utilisateurs ne puissent pas accéder, par exemple, à un site, que bah, mes applications, en fait, elles tombent, Mhm. parce qu'il y a eu un événement qui s'est produit par la suite. D'accord. Je préfère mettre la différence pour qu'on puisse bien comprendre entre ce qui est une menace et ce qui est un risque, en fait, derrière. Donc, Et- si j'ai tout compris, une menace, c'est la suite d'un risque. Non? Non, le risque vient après. Le risque La vient menace, après c'est la ce qui menace va déclencher le va risque. déclencher, voilà. Ouais, d'accord. Du coup, si j'avais bien compris, c'est qu'on a la crainte qu'une menace arrive. Oui. Et donc, ça va risquer que l'activité s'arrête. C'est ça. Le risque, c'est que l'activité s'arrête en gros. Le risque, c'est que l'activité s'arrête, Ouais, d'accord. bien évidemment, ou bien que bah, nos applications, en fait, ne soient plus exploitables. D'accord. C'est ça le risque. D'accord. Et finalement, c'est des scénarios qui vont être définis parce que l'entreprise, ce qu'elle va essayer de faire, c'est d'identifier quelles sont les menaces auxquelles je suis exposé. D'accord. Non seulement par rapport à sa situation géographique, déjà, parce que voilà, il y a des zones qui sont inondables, il y a des zones qui sont liées à des séismes et tout ça. Parce que, par exemple, si quelqu'un veut placer, installer un data center ou un serveur, il va vérifier si c'est pas une zone inondable pour ne pas déposer son data center là-bas, quoi. Exactement. Parce qu'il court plus de risque là-bas, en fait, quoi. Exactement. D'accord. Et là, vraiment, véritablement, on rentre vraiment dans cette notion de continuité d'activité aussi parce qu'il y a un risque en amont de se dire où je place mon data center, je tiens compte de tous les scénarios possibles, en fait, qui pourraient subvenir et D'accord. empêcher, en fait, mon data center, du coup, d'être opérationnel. Mhm. Mais derrière aussi, je vais pouvoir couvrir, en fait, cela en disant si finalement, il y a un événement qui survient, comment est-ce que je fais pour pouvoir... Donc, du coup, c'est un deuxième data center, par exemple, que je vais mettre en place, mais sur une zone qui sera pas exposée au même risque, en fait, que le premier. D'accord. En gros, on va choisir, grosso modo, où on va placer ces équipements, grosso modo, en fonction de la probabilité que l'activité soit continue, avec le moins de risques naturels possible. Exactement. Grosso modo, on va essayer qu'il y ait Déjà, le moins oui, de voilà, risques si on est naturels sur des possible. risques naturels. Ouais. Après, il y a des risques, effectivement, qu'on ne prévoit pas forcément. C'est-à-dire, là, quand on a construit, par exemple, un bâtiment, on ne prévoit pas qu'il y ait forcément une inondation. Je vais D'accord. prendre une petite anecdote, qui est quelque chose qui s'est produit, effectivement, dans une banque. En fait... Une banque connue? Une banque connue. Que tu bien peux pas dire le nom. Je peux pas dire le nom, Ouais. tout à fait. Mais ce qui s'est produit réellement dans une banque connue, en fait, c'est ils avaient des utilisateurs qui travaillaient en fait dans toute la partie haute en fait du bâtiment. C'était un grand bâtiment et tout au sous-sol, ils avaient mis toute la partie data center en fait, les serveurs et des applications. Ça se fait aussi souvent, ça. Hein. Oui. Souvent, on très dit souvent, les serveurs sont en bas et puis Exactement. les métiers sont en haut, en fait. Le quoi. métier c'est en haut. Oui. Et bah, il se trouve qu'il y a eu un incendie qui s'est déclenché dans un étage Mhm. et on a évacué le bâtiment. Les pompiers sont arrivés. Bah, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont arrosé le bâtiment, sauf que bah, toute l'eau est descendue et ça a inondé les data centers. Ah ouais. Donc, effectivement, Ah ouais, parce en que les essayant pompiers de arrivent. résoudre un problème, Ouais. on a plutôt créé un autre problème, en fait. Ouais, parce que les pompiers, quand ils arrivent, leur affaire, c'est le feu. C'est pas ce Ouais. qu'il y a dans le bâtiment, en fait, quoi, à la limite. C'est ça, il faut éteindre le feu. Mais du coup, c'est important finalement. Je veux dire, la logique d'avoir eu ces serveurs en fait au sous-sol du bâtiment, c'est pas mauvais en soi, mais il aurait fallu en tout cas être précis sur les communications aussi pour éviter que. Même avec les pompiers qui arrivent pour leur dire, en gros, il y a des Exactement, choses. D'accord, je vois un peu. Et ça change peut-être la façon de gérer. Mais du coup, quand on fait ce genre de. Comment dire ça? Quand on choisit ce type d'emplacement, Oui. est-ce qu'on s'appuie sur les autorités comme les pompiers pour vous indiquer c'est bien ou pas en cas d'intervention ou la boîte le fait seul dans son coin et puis on verra après, quoi? Alors, je pense pas que les boîtes le feront seules. J'ai pas forcément plus de précision en tout cas là-dessus, mais je crois une chose, c'est que dans chaque bâtiment, il y a des installations qui sont faites avec des normes de sécurité à respecter. Et après, la norme de notamment sécurité pour est en fonction de l'évacuation, l'activité aussi. Voilà, en fonction de l'activité, oui, tout à fait. Et toujours, il y a, je vais dire, même si les pompiers doivent intervenir sur un bâtiment en fonction de comment le bâtiment a été construit, il y a parfois
des installations avec des arrivées d'eau, par exemple, qui peuvent être exploitées. Donc, il y a finalement tout ce dispositif-là qui est mis en place. Donc, je pense très bien que côté bâtiment, ils doivent tenir compte de ces éléments-là et faire le lien avec que ce soit les pompiers ou les autorités, en fait. Ah, oui, Pour d'accord. respecter des normes. D'accord. Donc, avant de, grosso modo, concevoir, de toute manière, quand tu construis ton bâtiment, pour l'activité que tu as à faire, il y a des plans que tu déposes à la mairie C'est ça. et la mairie va vérifier si ça passe ou ça ne passe pas, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Mhm. Mais du coup, là, pour éviter dans les risques, on met un plan de continuité d'activité en place. Voilà, tout à fait. C'est effectivement l'objectif de l'entreprise, finalement, c'est de se dire, moi, je veux pouvoir maintenir mon activité sur la durée, en fait. Mhm. Et finalement, si elle se stoppe, bah, non seulement j'ai mes utilisateurs, ou bien Mes mes clients. métiers qui ne vont pas pouvoir travailler, mais Mhm. derrière, je ne peux pas délivrer également le service Mhm. et j'ai un risque de perte financière. D'accord. Vu qu'il y a Parce que pas c'est ça le risque final, au final, quoi. On perd les sous. Ouais, on perd les sous, d'une part, en fait. Mais Parce après, on que, perd du monde aussi, si on a incendie, des choses comme ça aussi, qu'on n'a voilà, pas bien fait c'est vrai l'éducation. qu'il y a plein d'aspects qu'on peut voir, en fait, à l'intérieur. C'est que dans ces risques-là, on a l'aspect financier, mais on a aussi l'image, en fait, de l'entreprise Ouais. qui est en jeu. Ouais. On a également un point réglementaire qui pèse également sur les entreprises. Aujourd'hui, en fait, dans le passé, on parlait beaucoup plus de OIV, organisme d'importance vitale. Mais D'accord. aujourd'hui, on parle davantage aussi des entreprises essentielles, à services essentiels. Mhm. Donc là, du coup, il y a une certaine réglementation qui pèse sur ces entreprises. Et D'accord. elles sont obligées, en fait, de pouvoir continuer à rendre le service. Exemple simple, c'est quand je vais au distributeur, il faut quand je mette ma carte, que je sois capable de récupérer mes sous. Peu importe ce qui se passe derrière. Voilà. Sinon, tu. Et s'il y a une indisponibilité, il faut que ce soit limité, en fait, en termes de temps, que ce Ouais. soit réglé rapidement. Mais, Donc, mais qui décide ce temps-là? En fonction de quoi on décide ce temps? Alors, si je vais dans le domaine un peu bancaire, vous allez voir qu'il y a une réglementation qui va peser sur les banques qu'on appelle BAL. Ouais. Aujourd'hui, on parle plus de BAL 3. Ouais. Et par rapport Bah, ça veut dire quoi? en fait, j'ai plus forcément le sigle. terme en tête, le sigle en fait, mais c'est une norme en tout cas. On mettra le sigle dans les commentaires. Voilà. Comme ça, tout le monde pourra trouver. Exactement. Ouais. Et en fait, ce qui va se faire, c'est que pour chaque banque, en fait, là c'est d'un point de vue européen, français, en tout cas sur le territoire où on va calculer un taux qui permet de savoir le taux de risque en fait finalement de la banque. Mhm. Et ce taux-là va tenir compte de l'aspect opérationnel, donc tout ce que la banque peut pouvoir gérer aussi comme transaction, et crédit également que la banque donne à ses clients. À ses clients, ouais. Et c'est pourquoi les banques sont de plus en plus dures hein, quand elles vont négocier, en fait, quand elles vont accorder un crédit, elles vont tenir compte de beaucoup de critères, parce que derrière, elles vont calculer ce taux de risque en fait. Ce taux-là va permettre à la banque de mobiliser de l'argent à la banque centrale. Et si la banque mobilise de l'argent, ça veut dire que c'est un argent qu'elle ne peut pas toucher, quoi. Tourner en fait. Elle n'a pas accès à cet argent. Voilà. Ouais. Donc elle va essayer de stocker le minimum possible. D'accord. Et ce qui fait que ce taux, bah, non seulement il est calculé par rapport au risque auquel ils sont exposés, donc on va essayer de diminuer le risque. Après, il y a un taux minimal en dessous défini par la loi. Donc qui doivent forcément mobiliser. Mhm. Donc l'idée, c'est de mobiliser le moins possible. Donc la réglementation, bah, elle est là. Elle doit être applicable. Il y a tout un service, en gros, qui travaille là-dessus, qui était... Ça, c'est dans les grosses entreprises, quoi. Voilà. Dans les grosses entreprises, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Après, si on est vraiment sur... là, on est peut-être sur le côté bancaire, mais bon, ces réglementations s'imposent à elles, donc elles sont obligées, quelque part, de l'appliquer, d'avoir un service qui... D'avoir, grosso modo, un plan de continuité d'activité qui est défini, qui est suivi, qui est testé tout le temps, quoi. Voilà. Donc, du coup, la réglementation, elle va être là, elle va s'imposer, mais derrière aussi, la banque, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de se dire, moi, je ne veux pas perdre mes clients en termes d'image, en termes de... Voilà, même pour mes actionnaires, pour mes clients. Donc, et je vais mettre tout en œuvre pour être sûr, en fait, que de service, je vais continuer le rendre. Ouais. Après, je crois que dans la continuité de service dont tu parles là, il y a eu un événement il y a quelques temps, je veux dire quelques temps, je ne sais pas si c'est en mois, année ou l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, un gros opérateur du monde du cloud, des services, OVH, oui. Qui a eu un incendie dans un de ses bâtiments. Oui, tout à fait. Et on s'est rendu compte qu'en termes de sauvegarde, ils n'avaient pas bien fait les choses. Du coup, tu as entendu une affaire pareille comme ça? Oui, j'ai entendu cette affaire, bien évidemment. Et ce qui a causé aussi le départ de pas mal de clients hein, de chez OVH. Parce que, justement, on leur avait vendu quelque chose qui était normalement bien, bien fait, bien bâti. Mais sauf qu'au final, quand le risque il est arrivé, ou bien quand l'événement, le sinistre est arrivé, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc,
quand on va aller dans le cloud, en fait, c'est un peu comme une entreprise. Hein. Elle a ses data centers dans lesquels elle va héberger ses applications, sauvegarder ses données. Et le plus qu'on a aussi avec sur la partie cloud, c'est qu'on a une multiplicité aussi des data centers. Donc, finalement, les données sont On a beaucoup de copiées régions, dans en plusieurs fait. sites Ouais. et sécurisées. Et voilà, il y a pas mal d'éléments de toutes les façons à prendre aussi en compte lorsqu'on veut souscrire chez un cloud, chez un Chez un provider. provider. Mm. Bon, ce qu'ils garantissaient finalement, c'est que les données sont bien sécurisées, bien sauvegardées. Il n'y a pas de risque de dans perte de les données. différents sites. Mais lorsque le sinistre est arrivé, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et finalement, il y en a pas mal qui ont perdu malheureusement des données. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Que le plan de continuité d'activité n'était pas bon, c'était pas bien calibré, c'était pas suivi, c'était quoi d'après toi? Alors, je pense ils ont vendu quelque chose qu'ils ne traitaient pas en interne. traitaient pas. Après, j'ai pas le fond. Bon, je m'avance en tout cas sur certains points. Ouais. Mais j'ai pas le fond. Mais je vais dire, d'un point de vue externe, moi, ce que je dirais, c'est qu'on a vendu quelque chose qui n'était pas forcément appliqué. Ouais. Et maintenant, derrière, c'est de se dire, je pense que les choses ont forcément été réglées par la suite. Hein. Mais voilà, c'est quand on dit finalement les données sont répliquées dans plusieurs sites. En gros, là, pour le coup, les données étaient répliquées quasiment sur le même site, quoi. Je pense que c'était le cas. Alors que s'il y a plusieurs zones dans lesquelles on réplique les données, il y a très peu de risques, quoi. Si j'ai un data center à Paris et un à Rennes, il n'y aura pas d'incendie à Rennes, à Paris en même temps. Donc, il faudrait juste que les données soient bien répliquées tout le temps, en fait. Exactement. Ouais. Et ça fait partie du plan de continuité d'activité, en fait. Tout à fait. D'accord. Et donc, ça peut s'appliquer chez une grosse entreprise comme chez une petite entreprise en même temps. Exactement. Et c'est vrai que dans la continuité d'activité, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu nouveau et j'ai envie de dire même qui devient déjà ancien parce que là, on a un peu dépassé le PCA, on est en train de parler plus de résilience maintenant. Mais la continuité d'activité, c'est vrai que c'est un coût finalement pour mettre en place. Et ce que les entreprises vont essayer de faire, c'est de se dire combien ça me coûte en fait la mise en place d'un plan de continuité d'activité et elle va le comparer aux pertes financières qu'elle aura. D'accord. Et elle se dit, si la perte finalement est minime par rapport à ce que je vais dépenser pour pouvoir mettre en place ce plan de continuité d'activité, je préfère prendre le risque et ne pas le mettre en place. Ouais. Parce qu'une boîte comme Amazon ou une banque, comme on appelle tout à l'heure, ne peut pas se permettre d'avoir du downtime, quoi. Oui. Parce que le jour où Facebook est en panne, ça fait la une des journaux, en fait. Le jour où Twitter est en panne, ça fait la une des journaux. Tout le monde sait que c'est en panne, en fait, quoi. Dès que YouTube est en panne, là, tout le monde sait qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est des boîtes comme ça, une sorte de continuité d'activité qui va faire que... Elles vont automatiquement les mettre en place. Donc, c'est un service bien défini qui est établi. Et ce qu'il faut voir aussi quand on rentre un peu dans l'entreprise, même on va se rendre compte que ce service, finalement, parce que là, on parle de continuité d'activité, mais après, celui qui porte finalement la continuité d'activité, c'est un responsable, en tout cas, de la continuité d'activité qu'on peut appeler un RPCA. D'accord. Pour utiliser un peu ce terme-là. C'est vraiment une compétence dans une entreprise qui existe. Tout à fait. Ouais, d'accord. Et il faut voir, il faudrait, du niveau stratégique aussi, c'est bien en fait que ce poste soit aussi proche en fait de la direction. Ouais. Parce que finalement, il y a des enjeux, que ce soit en termes d'investissement qu'on doit faire. Il est bien évidemment important que ce soit le management soit impliqué en fait pour donner leur go pour aller en tout cas sur ces domaines-là. Et voilà. Après, c'est aussi une décision à prendre, hein, parce que là, en entreprise, on a un sinistre, un événement qui arrive et qui nécessite en tout cas le déclenchement du PRA. Il y a une prise de décision qui est prise. En tout cas, là, on parlera peut-être aussi de gestion de crise, de se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on réussit à le déclencher? Donc, il y a une prise de décision à prendre, et qui n'émane pas de toute personne. Quoi. Voilà. Il faut avoir un poids dans l'entreprise pour pouvoir démarrer des choses, en fait. Exactement. C'est ça. Mais là, on est parti rapidement dans le plan de continuité d'activité. C'est très passionnant, là. Mais à haute voix, comme ça, comme je t'ai dit, moi, sur la chaîne, j'ai beaucoup de personnes qui font de l'informatique, grosso modo. Oui. Donc, on va parler ça plutôt sur un point de vue informatique des choses. Et donc, question, moi, c'est comment tu atterris dedans? Comment tu fais pour te retrouver dans la continuité d'activité? Parce que c'est pas les offres d'emploi qu'on voit rapidement, quoi. On voit rapidement une offre d'emploi de développeur, DevOps, je sais pas moi, cybersécurité, des choses comme ça, Scrum Master. Mais grosso modo, quel est le parcours qui te fait atterrir dans continuité d'activité? Je vais parler un peu de mon parcours en précisant aussi que mon parcours est un peu atypique. Oui, c'est aussi pour ça que tu es là. Hein. C'est pour ça que j'ai galéré pour t'avoir, donc c'est aussi pour ça que tu es là. Voilà, oui, tout à fait. Mon parcours est un peu atypique.
Moi, du coup, je suis camerounais d'origine, je ne l'ai peut-être pas précisé au début. Donc, j'ai bien évidemment commencé mes études au Cameroun et j'étais à l'université de Soie, pour ceux qui le savent. Après, ce Yaoundé qui 2. m'intéresse, c'est ta compétence. Voilà. Peu importe d'où tu es, tu Ouais. aurais été gambien, malien, Voilà, français, anglais, c'est pas ça. tchadien, Ouais, libanais, peu importe pour peu moi. Ce qui importe. peut- Ouais. ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai précisé parce que ça va me donner, en fait, vous donner de manière précisément comment est-ce que j'ai atterri finalement dans ce domaine-là. Mhm. Donc, moi, quand j'ai commencé mes études, je connaissais même pas, en fait. Tu n'étais pas dans l'informatique en tout cas. J'étais même pas dans l'informatique, Ouais, je oui. connaissais pas ce qu'on appelle continuité d'activité. Mm. Et finalement, j'ai fait des études plutôt qui étaient en économie, administration, gestion d'entreprise. Tu aurais pu être comptable, quoi. J'aurais pu être comptable, Ouais. c'était ça l'objectif. Tu aurais pu être derrière. chef d'entreprise, quoi. Exactement. Ouais. Donc, tout sauf ce que je suis Tout, aujourd'hui. tout sauf l'informatique, en gros, quoi. Ouais, voilà. Donc, du coup, il se trouve que j'ai eu une admission donc, à une université, l'université plutôt de Nice. De Nice, ouais. Voilà. Et Toi, l'intitulé du tu étais master, en master 2 au Cameroun en économie, en master 2, précisément en comptabilité finance. en comptabilité Parce que finance. j'ai fait administration, gestion d'entreprise. J'ai fait économie, administration, gestion d'entreprise. D'accord. Ça, c'était ma licence. Et j'ai obtenu une admission pour faire un master 2 en comptabilité finance. Un D'accord. master recherche. Oui. Et la même année, il se trouve que j'ai eu une admission donc, à l'université de Nice. Et l'intitulé du master, c'était Système d'information et management du risque. Alors, j'ai postulé parce que il y avait la notion de risque, en fait, de management du risque qui m'intéressait. En fait, c'est le mot risque qui t'a fait postuler, en fait. C'est pas l'informatique qui t'a fait postuler. C'est pas l'informatique du tout. En fait, c'est un hasard, en gros. Est-ce que je peux dire que c'est un hasard ou... On peut dire ça, ça a démarré par hasard et finalement, ça a créé une voie. En fait, tu as te dit quelque chose là qui... Moi, je me souviens, quand je venais en France pour postuler, moi, je savais ce que je voulais faire. Oui. Et je savais où je voulais pas le faire. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime la province tranquille, quoi. Là, on est à Paris, par exemple, pour la petite histoire. Moi, c'est ça que je voulais faire. Web, multimédia et réseau, un truc comme ça dans l'informatique. Voilà. Mais c'est vrai que je ne voulais pas le faire à Paris, à Marseille ou à Lyon. Dans le jour où on m'a accepté à la fac, je ne savais même pas où la ville où j'allais partir. Parce que moi, j'allais à Vannes à l'époque. Ouais. Quand on m'a dit Université de Bretagne, si tu es accepté, je dis, moi, je ne suis pas postulé en Bretagne. Quoi. Moi, je postulais en France. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a la région Bretagne en France. Et qu'il y a... Donc, en fait, le hasard fait souvent des belles choses, en fait. Oui, quoi. tout Au final, fait. Tout à fait. Mm. Et effectivement, quand j'ai intégré, c'était un master en fait diversifié dans l'approche des risques en fait qu'on a, parce que les risques c'était pas simplement sur le domaine informatique. Mais du coup, vous avez pas, il n'y a pas que des profils d'économistes dans la filière, dans la promo. Non, pas du tout. J'ai envie de dire, j'étais peut-être l'une des seules personnes qui avait un parcours un peu atypique et qui n'était pas du tout dans l'informatique dès la base. Ah, tes camarades de promo, ils avaient des parcours informatiques. Oui, ouais. Tout à fait. Et quand on regarde, en fait, même le parcours à l'université, normalement, c'est un parcours MIAGE, comme on appelle, en fait. Méthode informatique appliquée à la gestion. Voilà, tout à fait. Donc, pour la plupart, c'est des développeurs. Des développeurs, ouais. Et là, il y a ce master, en fait, qui est un peu... qui apporte un petit plus, en fait, à l'université ou bien dans ce parcours-là, et qui leur permet de sortir, finalement, si tu veux du pas code. faire du code, si tu veux pas continuer dans le développement, tu peux faire autre chose, en tout cas, qui est un peu proche... du code, ouais. Voilà, du code, mais sans coder, de toutes les façons. Mais voilà, faut tout dire. Et du coup, dans le master, en fait, finalement, les risques, on voyait différents risques. Il y a des risques financiers aussi, et qui m'intéressaient particulièrement, parce que voilà, c'était lié à mais toi, tu vois plus les risques financiers, en mode aller en bourse, jouer avec l'argent des gens, faire attention à l'argent des gens, des trucs comme ça, quoi. Voilà, tout à l'heure, je choisir le plan d'investissement. par exemple, de balles et tout. Ouais. Finalement, on a ces calculs-là qui sont réalisés, et se dit combien est-ce qu'on va immobiliser, voilà. Et se dire par rapport au profil même aussi, à qui on prête de l'argent, et toutes ces études-là. Et c'est pas anodin finalement quand la banque dit oui à quelqu'un, c'est parce que derrière elle a analysé en fait tous les éléments qu'elle avait en sa possession pour pouvoir répondre à son client. À son client, ouais. Donc finalement il y avait des risques, tous ces risques en tout cas qui ont été étudiés. Et moi je précise aussi que mon stage de fin d'études que j'ai fait, c'était dans une banque et c'était sur des risques financiers. Sur les risques financiers, ouais. Pas des risques dans l'informatique. C'était pas des risques. Pas des risques des systèmes d'information. Ok, mais du coup, comment tu fais alors après pour aller? Et alors, du coup, après avoir réalisé donc mon stage de fin d'études, bien sûr, vient le moment j'ai obtenu mon diplôme, bien sûr, et vient le moment donc de chercher le boulot. Et bon, mon stage, en tout cas, il avait été bien apprécié, en tout cas, où je l'ai réalisé. Donc, du coup, j'avais une lettre de recommandation également qui m'avait été mise à la banque. Ouais. Je peux la préciser, hein, donc ça, il n'y a
pas secret, c'était la Société Générale, Mhm. du coup, en France. Mhm. Et par la suite, il fallait que je cherche dans le boulot. Et j'ai donc eu l'opportunité d'intégrer donc une SS2I, un centre de service en tout cas. Aujourd'hui, on appelle ça Dans le les sud, en tout ESN, cas. entreprises de Voilà, services numériques. ça a changé Ouais. entre-temps. Mhm. Et du coup, j'ai été intégré en tant que consultant. Il se trouve que quand j'ai été embauché, déjà j'ai été embauché, je peux le préciser. Bien sûr, bien aussi, sûr, bien bah, sûr. du coup, j'ai été, en tout cas, mon Tant que tu peux dossier. tout dire, tu dis seulement. Voilà. Nous, on veut avoir toutes les infos là, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Du coup, quand je cherchais en fait le boulot, donc on était une petite promo déjà, une Mhm. promo de 8 personnes. D'accord. Voilà. Et moi, j'avais fait mon stage du Mais 8 coup. personnes, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans ce Alors, domaine-là ou c'est quoi? c'était à cette époque-là, c'était un domaine un peu nouveau, donc du coup, il y a le temps que Ça vulgarise. ça se vulgarise, que les gens s'y intéressent davantage. Donc, on avait un peu moins de personnes. D'accord. Donc là, actuellement, il y a plus. Il y a plus de personnes. On est plus de 20 personnes, quoi. Ah oui, Donc, d'accord. on retrouve dans la promo. Mhm. Donc voilà, du coup, j'ai des camarades qui avaient en gros qui étaient en région parisienne, qui avaient du coup fait le stage de fin d'études et dans leur société, bah, ils ont été recrutés. Mhm. Et là, ils nous ont envoyé un mail en fait par la suite à nous autres qui cherchions encore le boulot pour nous dire voilà, si jamais vous voulez venir en région parisienne, vous pouvez nous envoyer vos CV et on va déposer dans nos entreprises. On ne sait jamais si vos profils les Ça peut intéressent. l'intéresser, ouais. Et j'avoue que c'était lié un peu plus à l'informatique et c'était pas quelque chose que je voulais dans Faire. lequel je voulais aller. Et, Tu l'as fait la banque, quoi. ouais. Mm. Mais je le dis en toute sincérité, j'ai postulé parce que j'avais une camarade de classe qui me disait José, postule, on va te prendre. Ah ouais? J'y croyais pas. J'ai dit je vais le faire Ben, de ta promo. de ma promo. Oui. Oui. Et j'ai dit je vais le faire pour qu'elle me laisse tranquille. En Ah gros. oui. Et j'ai postulé. Et il se trouve que la société, en gros, était en train de gagner un nouveau marché Mhm. et dans lequel il y avait C'était chez qui? du coup, c'était Devoteam. Devoteam, ouais. Devoteam que j'ai commencé. Et du coup, Devoteam, en tout cas, est démarché en tout cas un client qui était la Société Générale, Ah oui. où j'avais fait mon stage de fin d'études. Dans le Et même plutôt département en région ou- parisienne. Plutôt Ah, région parisienne. pas les mêmes équipes, quoi, pas les mêmes pas les personnes. mêmes équipes. Ouais. Et il se trouve qu'il y avait une mission qui était liée au stage que j'ai réalisé. C'était un centre de service qui allait être mis en place. Et dans Ouais. ce centre de service, il y avait une activité qui était liée à ce que j'avais fait. Un stage. Ouais. Ah oui. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai été embauché. C'est un bon hasard, ça. Et dans l'optique, en fait, d'intégrer finalement cette mission-là également. Oui. Et bah, il se trouve que la mission, je ne l'ai jamais intégrée parce que Bah, le c'est souvent temps comme que ça. je hein. démarre, C'est souvent comme ça. hein. que je démarre, bah, il n'avait pas toujours avancé, en tout cas, sur, La proposition. sur cette proposition-là. Et finalement, je ne sais même pas s'il avait finalement gagné. Mais voilà. Donc, j'intègre l'entreprise. Et là, il y avait un centre de service qui était présent dans une autre banque aussi. Et du coup, j'ai été finalement mis dans cette équipe-là, le temps de travailler, en tout cas avec des équipes. Et Bon, au final, tu reviens dans les banques quand même, quoi. Et voilà, je reviens dans les banques. Et finalement, l'activité principale de ce centre de service, c'était sur la continuité d'activité, le PCA. Ce n'était pas forcément quelque chose de neuf pour moi parce qu'on avait parlé quand même pendant la formation. Mais très rapidement, on va dire ça Mais comme parce que ça. quand tu parles de plan de continuité d'activité, là, et tu parles de centre de service, c'est Ouais. grosso modo une grosse équipe, quoi. Oui, c'était une grosse équipe en tout cas. Parce De combien de que, personnes? il y avait. Alors, À haute voix comme ça, 10, 20? Non, je pense qu'on était à peu près 8 personnes dans l'équipe. Juste pour la continuité d'activité. Alors, c'est parce qu'il y avait. Oui, juste pour la quantité d'activité. Après, il y avait une personne qui était plus axée sur la partie gestion de crise. Oui. Et c'est vrai que la continuité d'activité, c'est une grosse banque déjà. Et la continuité d'activité, c'est vaste en fait, parce qu'on va trouver plusieurs domaines à l'intérieur, plusieurs spécificités. Donc là, par exemple, en intro, je parlais du fait que dans le PCA, on a une partie métier. Mhm. Donc après, on a une partie IT. Mhm. Donc il y a tous les domaines, c'était géré. Mais finalement aussi, et il faut savoir que c'est pas sur toutes les activités de l'entreprise qu'on va mettre un PCA. Et là, il y a tout ce qu'on va appeler aussi une enquête quelque part. Je vais préciser le nom finalement de l'enquête que la plupart vont mettre en place. C'est BIA, c'est Business Impact Analysis. En gros, c'est une consultation finalement des métiers pour savoir et déterminer quelles sont les activités qui sont essentielles pour l'entreprise et qu'il faut maintenir à tout prix. Mhm. On ne peut pas travailler à 100% lorsqu'on déclenche son PCA. Donc, on va travailler sur uniquement une partie de l'activité qu'on veut maintenir à tout prix. Ah ouais, En mode donc du coup, dégradé. c'est quand même comme dans une boîte, en fait, là, c'est pas tout
qu'on doit garder up tout le temps. Non. On choisit en fait ce qui est critique, ce qui est important en Ce gros, qui est important, oui. ce qui rapporte de l'argent, Oui. grosso modo. Parce Et que c'est ce qu'il ça faut- qu'on parle. Oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'entreprise n'est pas. C'est comme vous quand vous êtes malade, vous n'êtes pas à votre état en forme normale. Et du coup, vous allez essayer de faire le minimum possible, en fait, vital, quelque part. Et c'est ce que l'entreprise va essayer de faire. Elle se dit, qu'est-ce que je dois maintenir à tout prix? D'accord. Et ces choses-là que je dois maintenir à tout prix, avec quelle équipe, en fait, je vais pouvoir le maintenir? Et cette équipe, en fait, elle a besoin de quoi pour pouvoir travailler et maintenir cette activité? Donc, finalement, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Et finalement, c'est tous ces métiers qu'il faut rencontrer pour pouvoir sortir une liste, en fait, qui sera arbitrée, bien sûr, et validée par le management. Et se dire, voilà ce qu'on veut maintenir à tout prix. Et voilà ce que ça nous coûte. Voilà ce qu'on va mettre en place pour cela. D'accord. Dans l'équipe de 8 personnes, là, à peu près, vous avez quoi comme profil, en fait? Alors, il y en avait qui ont fait effectivement, qui étaient dans la même promo que moi. J'en D'accord. avais quelques-uns en tout cas qui étaient pas mal, qui étaient passés dans la même promo que moi. Après, il y en avait qui avaient des compétences un peu plus dans la gestion de crise. Ben, je veux dire, il y a des informaticiens, des managers, Alors, des économistes. Vous avez quoi comme profil dedans? oui, on va beaucoup plus trouver des informaticiens. Il y en a qui étaient développeurs aussi, mais bon, qui après se sont spécialisés dans le domaine. Oui. Après, oui, effectivement, il y a des managers. Donc, en gros, parce quand que tu es là, 500 développeur, services sont managés, quoi. grosso modo, quand tu es développeur, tu peux progresser ta carrière et finir dans la continuité d'activité, quoi. Tout à fait. Et D'accord. après, ça dépend de quelle trajectoire on se donne et après les moyens qu'on met derrière. Et moi, j'ai envie de dire, il y a pas mal de choses aussi que j'ai appris dans mes missions, finalement, Mhm. où je suis monté en compétence. Bah, après, là-dessus. généralement, c'est ça. Hein. C'est quand tu travailles que tu apprends des choses. Ouais. Voilà. Tu viens jamais en boulot avec tout ce que tu connaissais. C'est sur place que tu découvres où tu es et puis tu te débrouilles pour avancer Tout à aussi fait. comme tu peux, quoi. Et après, aujourd'hui, il y a aussi des certifications qu'on peut passer. Donc, il y a des normes qui existent. Mhm. Et donc, on peut réaliser. Là, par exemple, on parle de la continuité d'activité. Il y a une norme qui existe, qui est la 22301, qui est sur le système management de la continuité d'activité. Mhm. Finalement, qu'on peut passer. Et une entreprise peut aussi être certifiée en ISO 22301. D'accord. En gros, la certification, on en parlera tout à l'heure parce que je sais que c'est des choses dans ce domaine-là qui sont assez obligatoires quelque part. Oui. Je dirais obligatoires quand même pour Euh, être sûr que ton assurance puisse te suivre. Il y a des éléments, oui, sur lesquels voilà, il va falloir être vigilant, en tout cas, en tant qu'entreprise, pour pouvoir mettre en place et bien sûr minimiser les fonds que je vais verser Ouais. auprès des assurances. Parce Ouais. que s'il y a des choses que je n'ai pas mises en place, bah, ça va gonfler en tout cas mon budget assurance. Ah, parce qu'il y a un audit qui est fait avant pour définir ta police d'assurance et des choses comme ça, quoi. Alors, tout dépend. Tout dépend. Ou bien c'est déclaratif. On sera sur du déclaratif, mais avec des preuves. D'accord. Parce que là, par exemple, si je mets un PC en place, ce qui va intéresser l'assurance, c'est effectivement les tests que je vais réaliser, les exercices que je vais réaliser et le REX en fait de ces exercices-là. Et se dire, OK, bah, ce que j'ai mis en place et que j'ai dit avoir mis en place, bah, ça fonctionne parce qu'on a testé, on a vu que ça fonctionne et voilà des preuves. Ah, d'accord. Ah, je vois un peu l'idée, ouais. Donc là, tu t'es formé, tu es rentré dans la continuité d'activité. Dans la continuité d'activité. Et donc, toi, ton quotidien en tant que, comment on dit ça, membre d'une équipe de la continuité d'activité, c'est quoi? Alors, Qu'est-ce que vous faites tous les jours ou qu'est-ce que vous faites pas, quoi? Ok, bon, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai pas mal évolué en tout cas par la suite dans ma carrière. J'ai été prestataire donc, du coup, dans plusieurs centres de services. Et Mhm. aujourd'hui, c'est plus le cas parce que je suis un client final. Ouais, Donc, sans Enedis, m'arriver dessus, Conduit. t'embête pas. Mais moi, ce que j'ai Et envie de voir dans ton parcours SN, dans là, oui, qu'est-ce que vous faites dans la partie quotidien? oui, oui, tout à fait. En gros, quand tu te lèves le matin, moi, ce que je suis en tant que développeur, mon boulot, c'est d'écrire un code pour qu'une application marche. Mais toi qui es dans la continuité d'activité, c'est quoi ton boulot, en fait? Alors, moi, mon boulot, c'est du coup, ce que je vais mettre à l'aspect, là, en fait, ce que je vais préciser aussi, c'est que je serai plus en chef de projet Mhm. là-dessus pour gérer. Aujourd'hui, là, tu es un chef de projet. RPCA, voilà. Mhm. Et du coup, moi, je ne serai pas sur des aspects très techniques, en fait, où il y a d'autres personnes, en fait, qui vont se charger de cela. Moi, c'est de savoir d'être me rassurer finalement que le PCA fonctionne, le PRA-IT, déjà, parce que je serai plus sur la partie reprise d'activité IT, donc des applications. Price, c'est programme de reprise d'activité. Plan de reprise Plan de reprise d'activité. d'activité. D'accord. Et du coup, c'est se dire en fait que ce plan-là qui a été mis en place, bah, il fonctionne. Mais d'abord, Donc, moi, ce que je vais donc piloter dans le quotidien, ouais. c'est finalement les applications qui vont intégrer ce périmètre, en gros, de suivre en gros ces applications, être sûr en fait qu'elles réalisent
tout ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'il y a une documentation qui est mise en place. Et quand je parle d'application, ce n'est pas deux applications. Donc, Oui, bien sûr. on a un C'est scope c'est assez, un scope assez important. Ouais. assez important déjà. Donc, il y a toute la définition finalement de ce scope-là qui rentre en jeu, le suivi de ces applications et il y a un certain nombre de critères, d'éléments en fait, qui doivent être tracés, donc suivis dans un tableau de bord. Mhm. Donc ça, c'est ce Ça, c'est- suivi-là qu'on a. Mhm. On a, du coup, ce qu'on va gérer aussi, c'est finalement la programmation de ces exercices aussi, des tests en fait qui vont être réalisés. Et donc, il y a des dates qui sont définies en amont. Il y a des tests qu'on peut appeler des tests unitaires qui sont unitairement faits par les applications. Après, derrière, il y a les personnes techniques qui vont réaliser les gestes. Et nous, on se rassure en gros de c'est bien réalisé. Vous avez une checklist là pour être sûr qu'on a fait ça, ça marche, ça Voilà. marche, ça marche pas. Ça a été Ça, il planifié faut quand, recommencer. voilà, c'est ça. et quelles sont les réserves qu'on a Ah oui. et suivre en gros ces réserves-là. Mhm. Et il y a des exercices plutôt nationaux, si je peux utiliser le terme aussi, qui sont plutôt des Ouais, exercices parce que groupés. quand tu es une grosse entreprise qui a plusieurs sites, Voilà. il faut Il y a plutôt plusieurs sites, faire il y ça. a plusieurs applications et l'intérêt, c'est pas de tester uniquement l'application de manière unitaire, mais parce que si on veut rendre une activité disponible, en gros, ce qu'on va tester, c'est toute la chaîne applicative en fait. De D'accord. ces applications. Et derrière les applications, vous avez aussi des services d'infrastructure qui portent ces applications. Mais du coup, ça veut dire que toi, ton boulot, c'est d'aller voir ces gens-là tous les jours Voilà, c'est pour leur dire en de gros, discuter avec eux, juste avec eux, ouais. d'échanger, d'affiner en tout cas un périmètre, de suivre tout ce périmètre-là, de vérifier qu'ils ont bien toute la partie documentation, d'organiser la partie exercice aussi, le retour d'expérience qui est fait là-dessus, avec bien sûr des actions qui seront suivies aussi, où on va bien sûr être derrière eux pour pouvoir les réaliser. Donc, Mais il y a d'abord, avant d'arriver à la réalisation, qui définit ce qu'il faut faire pour que un plan de reprise d'activité soit optimal? Alors, voilà, il y a des normes qui existent aujourd'hui, qui D'accord. sont suivies. Donc là, typiquement pour le PCA, c'est la ISO 22301, comme je disais tantôt. Et du coup, à l'intérieur, on a bien sûr toutes les règles ou bien tous les prérequis qu'on doit avoir et on doit devoir mettre en place sur notre PCA. D'accord. Donc, il y a une checklist qui est définie par l'ANSSI, par qui en fait? C'est défini par qui? Par l'État, par la loi, par quoi? Alors, si je touche plus l'ANSSI, je suis pas sûr qu'ils sont reposent vraiment sur la norme 22301, mais il y a par exemple la Nice qui est à côté. Qui À va Nice, c'est? toucher- La Nice, bon, on trouvera On mettra encore dans la la description. Vous description, n'habitez pas voilà. besoin de ça, ouais. Voilà. Du coup, là par exemple, qui va toucher plus les services essentiels. D'accord. Je dis si une application est considérée par exemple comme un service essentiel ou bien une chaîne applicative, voilà en tout cas tous les éléments, tous les points qu'on doit Avoir pour mis vérifier en en fait place. que, ouais. Voilà. Et dans l'un des points qu'on va par exemple mettre en place, c'est est-ce que cette application par exemple a un PRA, donc D'accord. une solution de secours. Est-ce qu'elle est testée? Est-ce qu'elle est documentée? Est-ce qu'on a les résultats de ces tests-là? Donc finalement, tous ces éléments-là sont... Est-ce que par exemple, moi je pose une question en tant qu'informaticien, est-ce que par exemple le type de livrable par exemple est important pour vous? Ce qu'on livre en fait pour l'application ou pas du tout? C'est important. C'est important? Déjà, je pense que l'application, elle a pas mal de documents. Il y a par exemple un dossier d'exploitation. Ouais. Derrière, c'est important parce que ça permet finalement de savoir comment est-ce que l'application a été construite. Et derrière, si on veut mettre en place la documentation qui va permettre de redémarrer cette application, Ouais. ça sera intéressant de savoir comment est-ce qu'elle a été faite. Ouais, d'accord. Déjà. Ouais, parce que dans la documentation aussi, tu as l'ensemble des commandes, par exemple, qui vont permettre de redémarrer une application s'il y a un problème, quoi. C'est ça, voilà. Donc finalement, oui, tous ces éléments sont importants et c'est même bien tracé. Et c'est un souci, par exemple, qui va naître dans d'autres entreprises qui sont un peu anciennes, qui avaient un système d'information qui avait été mis en place et qui n'a pas forcément respecté un certain nombre de règles qu'aujourd'hui on doit devoir respecter Mhm. et qui avaient des sachants qui sont partis à la retraite et Souvent, qui c'est n'ont ça, pas documenté en tout cas tout ce Et- qui avait été mis en place. Et qui n'ont pas passé les informations non plus, Voilà. ou bien n'ont pas eu Donc, le temps de passer les informations. c'est parfois très compliqué en fait de pouvoir rattraper en fait tout cela. Mhm. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a un accent qui est mis sur cette partie documentation où on va devoir fournir même des templates qui vont devoir être utilisés pour pouvoir le faire pour chacune des applications. Au moins dans un template, on sait qu'on a mis tous les éléments dont on a besoin et ils vont juste... Il faut remplir les trous, en fait, quoi. Voilà.
Et qui remplit? C'est les développeurs qui remplissent, alors pour le coup. Ou Alors, bien les chefs ça d'équipe, peut être les développeurs. Après, nous, très souvent, ce qu'on va avoir, c'est un responsable d'application. un chef d'équipe en gros, Et quoi. Un qui, chef de projet, voilà, un chef de ou projet, un Scrum Master, un truc comme ça. tout à fait. Ouais. Et qui, lui, va discuter avec toute la partie urbaniste, tous la partie euh, technique également. Voilà, en tout cas, qui vont devoir mettre en place tout en ce qui concerne l'application. Est-ce que Ou le métier aussi. donc, du coup, grosso modo, vous venez voir une équipe, vous leur dites, voici ce qu'on attend de vous, avec une sorte de template, en fait, à remplir. Et ils remplissent et vous revoyez après pour être sûr que ça correspond aux besoins, c'est ça? Alors, ce qui est... Bon, déjà, on va pas voir tous les projets. Hein. C'est On une fois a, qu'une on sait qu'on a application choisi les a projets qui été sont importants. choisie, Ouais. voilà, important. Nous, ce qu'on va essayer de voir avec eux, c'est d'être sûr déjà qu'on a toutes les informations qui sont nécessaires en fait pour cette application-là. Et bien sûr, oui, c'est leur dire, bah voilà ce que vous avez à faire. Il faut bien que vous fassiez cette documentation pour votre application Mhm. et qui va être stockée en endroit bien précis. Bien précis, ouais. Parce que là, si on en a besoin, il faut que on puisse se retrouver. Et il faut que le document aussi, c'est très important, c'est que le document soit exploitable par toute personne en fait, une personne même qui n'a pas rédigé en tout cas le document. D'accord. Mais bien sûr qu'il y a le profil hein, pour pouvoir l'utiliser. Et pour une application, par exemple, il y a des éléments qui sont très essentiels en tout cas à avoir. C'est par exemple, je vais vous donner une nouvelle notion là, qu'on appelle par exemple la DIMA. La DIMA, c'est le délai d'interruption maximal admissible pour une application. En gros, Mais ça, c'est défini par qui? si j'ai un sinistre, je me dis, mon application ne doit pas être indisponible pendant, par exemple, plus d'une journée, plus de 24 heures ou plus de 2 jours, ou plus de 4 heures même. Ah, ça, c'est les Ça, contraintes c'est qu'on défini fout. par le métier. C'est le métier qui le définit? C'est le métier qui le définit parce que le métier a conscience, en fait lui ayant présenté, en fait, finalement, ces différents risques, lui disant, si le sinistre arrivait, combien de temps, en combien de temps tu pourrais te passer de ton application? D'accord. Et elle va se dire, 4 heures, oui, je peux gérer sans l'application parce que une notion peut-être sur laquelle on reviendra dessus, j'ai un palliatif métier. Un palliatif que j'ai Oui. mis en place, que je peux Ce utiliser. qu'on appelle un backup, quoi. Ouais, ou du coup, comment je peux travailler sans mon système Sans mon d'information. service. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, je l'ai mis en place, je peux l'exploiter, je peux l'utiliser pendant 24 heures, Il et faut- au-delà, Ça devient ça problématique. devient problématique pour moi. Et il faudrait qu'il y ait une documentation qui explique bien comment on passe de l'un à l'autre, en fait. Est-ce que c'est automatisé? Est-ce que c'est pas automatisé? Quelle commande il faut jouer? Des choses comme ça, quoi. Oui, oui, tout à fait. Tout Ouais. à fait. Et sachant que si on décide même de déclencher un PRA, c'est une décision managériale qui est prise. Et donc, du coup, il y a toute une cellule, finalement, de crise qui se met en place et qui dit, voilà, au vu du sinistre, en gros, qui s'est produit, on a en capacité de pouvoir gérer l'activité comme avant ou pas du tout, ou on décide de déclencher notre PCA, notre PRA. D'accord. Donc, le métier, oui, qui définit finalement cette notion de DIMA, après, c'est arbitré, bien évidemment, parce que j'ai envie de dire, tout le monde considère que son activité est essentielle pour l'entreprise. Ça justifie pourquoi la personne est là. Donc, il y a un arbitrage à faire de se dire, oui, on a eu ces remontées-là, mais est-ce que c'est vraiment essentiel pour nous de maintenir cette activité? Ah, d'accord. Parce que ce que ça veut dire, en gros, c'est que selon qu'une application tombe, on peut, en fonction du traitement qu'on a fait pour résoudre le problème, choisir de maintenir un PRA pour cette application ou pas du tout, Ou quoi. pas du tout, oui. Ouais, on peut dire, éventuellement, on a mis trop de choses, en fait, mais c'est pas vraiment nécessaire. En fait, on peut Ouais. décharger l'application de... C'est ça. Ouais. Ou on peut gérer autrement. On peut gérer autrement, en fait, tout simplement. Et après, une application ne c'est pas forcément simplement une activité. Parfois, on a des applications qui sont transverses. Et du coup, pour un métier, ça peut être, on peut être par exemple sur une indisponibilité de 24 heures qui reste assez gérable, mais la même application peut être sollicitée par un autre métier qui dit, moi j'en ai besoin à 4 heures. Et quand on parle d'application, ça peut être une application développée ou une application non développée, quoi. Une application qu'on a achetée, qu'on a mis, ou bien une brique du système d'information, en fait, quoi. Alors, c'est vrai que quand on va parler là de PRA en entreprise, je suis plutôt sur la partie où on a une application qui est hébergée dans notre data center, parce que là, on a la main en fait. On a la main pour le faire. relancer, rapidement ou bien redémarrer l'application. Mais c'est une application qui est effectivement développée, qui Mhm. est utilisée. Mhm. Et c'est pas une nouvelle application en fait qui va arriver pendant qu'on a déclenché le PRA. Donc elle existe déjà. Et finalement, on se dit en temps de temps, on est capable de reprendre. De reprendre l'activité sans blocage, en fait, tout simplement, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Tu as parlé d'ailleurs de normes ISO, là. Mhm. T'en as encore d'autres comme ça qu'il faut maîtriser ou pas du tout? Ou bien on est assez bien, là? Alors, et après, il y en a pas mal qui peuvent être interconnectés,
Voilà. Là, par exemple, quand on va aller sur l'analyse de risque, on sera plutôt sur la 27005 avec EBIOS, par exemple. C'est toute la partie analyse de risque. On aura la 27001 aussi, qui est aussi intéressante. Mais Mais si on reste sur... ça, c'est l'entreprise qui doit l'avoir ou bien c'est quelqu'un qui est dans ce secteur d'activité-là qui doit l'avoir pour enrichir son CV? c'est intéressant, en fait, pour celui qui est dans ce domaine-là de l'avoir. On est d'accord. En gros, là, moi, je suis rentré dans le secteur de la continuité des services, en gros. Mhm. Je me forme de base et puis je passe mes certifications, bien mes normes ISO. Après, les certifications, tu ne les passes pas d'un coup. Non, Parce bien sûr. qu'il y a une certaine... en fait, ils exigent en fait, un certain nombre d'années d'expérience déjà dans le domaine Ah ouais, quand pour même. pouvoir passer la certification. Et D'accord. en fait, il estime plus en termes d'heures pour dire il faut avoir travaillé tant d'heures dans ce domaine-là Mhm. parce qu'au moins tu connais de quoi on parle. De quoi on Et parle, ouais. quand tu vas passer ta certification, en fait, tu sauras, tu y arriveras. Parce que sinon, ce seraient des notions en fait nouvelles pour toi. Donc, on ne débarque pas juste en réalisant ces certifications. Donc, on peut réaliser des formations effectivement dans ce domaine-là et ensuite démarrer en tout cas son parcours, on va dire, professionnel dans le domaine et plus tard faire des certifications. Ok. On a parlé beaucoup de mise en place de plans de reprise d'activité et tout ça là. Oui. Moi, j'ai une question encore un peu en amont aussi, c'est comment est-ce qu'on prépare ça en fait? Là, tu m'as parlé de template, tu as checklist que tu donnes à tes gars. Vous faites des réunions de temps en temps ou bien comment vous faites? Vous avez des tests à blanc? Vous faites comment? Des exercices? Comment on le fait pour la sécurité? Comment ça marche? Ok. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, quand une entreprise est créée, on n'a pas de PCA, on n'a pas de PRA qui est mis en place. Et Même la ça taille vient de dans un même la taille de second temps. l'entreprise fait qu'on peut s'en passer aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Mm. Et c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué à mettre en place aussi dans les entreprises parce que ce n'est pas dans le cœur de l'activité de l'entreprise et non plus dans celui des personnes qui travaillent dans Mhm. l'entreprise. Donc, ils ont leur activité propre. Moi, si je suis en la comptabilité, je sais juste que je dois faire mes saisies dans mon logiciel et enfin faire tirer mes bilans et tout. Donc, quand on arrive avec une notion de continuité d'activité, ça peut être pas forcément bien accueilli en fait dans l'entreprise parce qu'on se dit c'est du travail supplémentaire en fait Supplémentaire. que vous venez nous donner, Mhm. mais qui prend son sens quand finalement on est victime de ce Bah, sinistre-là. après, ça dépend aussi du poste de la personne parce que si vous avez un problème et que ça me donne mes vacances, moi, je suis content, quoi. Ou si moi, je suis responsable de prendre l'activité et qu'il y a un problème, je dors pas la nuit, quoi. Donc, ça dépend du job de la personne dans la boîte, j'imagine. Oui, ça dépend. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une activité peut être impactée par rapport à une autre. Et Bien sûr, bien sûr, si on a des objectifs en fait qui bien sont sûr. fixés, qu'il faut les atteindre, quelque part, on devient un peu embêté. Ouais, parce que tout à l'heure, tu parlais de tes métiers qui ne peuvent pas travailler parce que l'IT est tombé, en fait, quoi. C'est ça. Donc, les métiers, ils vont un peu gueuler, quoi. Dire, nous, on n'arrive pas à faire des choses qu'on veut faire parce que votre IT ne marche pas, Ne en gros, marche quoi. pas, tout à fait. Donc, c'est un peu la guéguerre pour dire C'est ça. qui a fait quoi, pourquoi, ça revient quand, ça revient quand. Mm. C'est comme quand on coupe la lumière, les gens disent la lumière revient à quelle heure, la lumière revient à quelle heure, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, oui, ce qui va être intéressant finalement, c'est que quand on veut initier ce PCA-là, ce PRA, et ce qu'on va du coup faire, c'est cette enquête-là de savoir déjà quelles sont les activités qu'on veut maintenir et à quel niveau est-ce qu'on veut les maintenir parce qu'on sera en mode dégradé. D'accord. Donc, on ne va pas maintenir à 100% et de savoir quel niveau aussi de service on veut maintenir. Mhm. Par rapport à cela, bien sûr, il y aura toute la partie organisation. On se dit, finalement, si je veux maintenir je vais dire, ça, par exemple, si j'ai 5 activités dans mon entreprise que je veux maintenir 2. Mhm. Sur les 2 activités, bien évidemment, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelles sont les applications. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, tout est lié à l'IT. Donc, voilà, se dit, pour maintenir ces activités-là, j'ai besoin de je sais pas, mes 20 applications. Pour ces 20 applications, ce qu'on va essayer de voir, c'est effectivement, c'est quel est le délai d'interruption donc, que j'admets pour ces applications. D'accord. J'ai parlé donc de la DIMA et une notion aussi que je vais introduire aussi pour compléter ce que je vais dire, c'est la PDMA. C'est la perte de données maximale admissible. D'accord. Donc, les données que je vais sauvegarder, que je vais utiliser, qui sont très très importantes parce que là, j'ai toute la partie utilisateur, j'ai mon portefeuille, voilà, tous ces éléments On va qui dire, sont par exemple, essentiels. si je stocke le cas de crédit, c'est zéro. Si je stocke les noms des gens, c'est peut-être 10%, c'est pas très grave. Voilà, Ouais. tout dépend du besoin Du besoin, ouais. qu'on a derrière. Donc, aussi ces données-là, donc tous ces éléments vont permettre finalement de se dire, par rapport à mes applications, voilà ce que j'ai en termes de DIMA, de PDMA. J'ai une classification aussi en termes d'applications qui sont critiques ou moins critiques en fonction de leur importance. J'ai également les utilisateurs que je vais devoir mobiliser, qui vont devoir remettre en état, bien sûr, toutes ces applications ou bien travailler
quand je vais rendre le service. Donc, il y a une notion de priorisation qui va devoir naître là. Et se dit, mais finalement, pour ces applications, non. La chose importante, finalement, se dit, OK, je veux que mon application soit disponible dans les 4 heures si jamais j'étais coupé. Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir redémarrer mon application dans les 4 heures? Ça, c'est les notions qu'on voit souvent plutôt qu'on exige aux fournisseurs de services. Mm. En gros, souvent, quand tu as une entreprise qui te vend un logiciel Voilà. en mode SaaS chez Oui, elle, oui. dans le contrat de service, ou bien dans le contrat qu'on fait ensemble, vous définissez ce genre de délai maximum d'interruption de service, C'est ça. ou un délai maximum de correction de panne, en gros, quoi. Mhm. Mais là, ça veut dire qu'on fait ça maintenant plutôt en interne dans la boîte, en fait, maintenant, pour que nos activités, ou bien Alors, notre SI continue à tourner. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une fois que, en fait, quand l'entreprise va réaliser ces contrats-là et qu'elle va préciser finalement ces délais-là, Mhm. c'est parce qu'elle a travaillé en amont avec ses métiers. C'est ça. Et du coup, elle retranscrit finalement ça pour dire, voilà mon besoin et je voudrais qu'il soit respecté. Et après, elle va dire, OK, par rapport à votre besoin, voilà ce que je suis capable de faire. Ça va vous coûter tant. D'accord. Et après, on peut se dire, waouh, la facture est un peu élevée. Je pense qu'on va, On va diminuer. diminuer un peu. Donc voilà, finalement, c'est un élément essentiel parce que ça va déterminer la solution que je vais mettre en place pour chacune de mes applications. Ok. Et je vais vous donner quelques-unes, par exemple. On a par exemple des solutions qu'on appelle on a de la haute disponibilité, Mhm. donc HD pour en abréger. Là, ce serait pour une application en gros qui est sur 2 data centers et qui dit je ne veux pas d'interruption sur mon application. Mhm. Donc, s'il y a un problème, s'il y a un sinistre qui survient, il faudrait que ce soit Le trafic transparent, en soit fait. basculé de l'autre Et côté. en fait, là, on ne sera même pas sur une bascule, le service sera présent sur les 2 data centers en même temps. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait que quand un va tomber, ce sera totalement transparent Ah, pour pour l'utilisateur. l'utilisateur, ouais. Après, il peut avoir quelques minutes ou quelques Quelques secondes secondes de en tout cas, bascule, en fait, ouais. mais voilà, le service sera directement disponible. Après, on aura des solutions, par exemple, de prêt à chaud automatique ou manuel. En gros, c'est le service il est interrompu. Il y a des gestes manuels où c'est automatiquement que c'est fait. Ça bascule sur le deuxième site D'accord. qui est opérationnel. Après, on aura des solutions un peu plus bas de gamme, on a envie de dire, qui sera plus de la reconstruction parce qu'on est sur du prêt à froid. Mhm. La solution, en fait, elle est présente sur le deuxième site, mais par contre, je vais devoir le reconstruire, en fait. Ah, d'accord. Cette solution, par exemple, quand on va parler de reprise d'activité IT, elle sera la moins intéressante parce qu'on est sur une perte d'un site et la reprise de l'activité sur l'autre site. Mais quand on va arriver sur des scénarios un peu différents de type ransomware, parce qu'on a une attaque cyber, on se rend compte que cette solution, finalement, elle est plus intéressante. Ah, d'accord. Je vais dire Parce qu'on a l'action manuelle dessus. On a des actions manuelles, on a des actions de reconstruction et tout ouais. ça. Et derrière, on De aura nettoyage, des en fait, ouais. de restauration de mes données. Or, Mm. quand je suis sur des solutions de haute disponibilité ou de prêt à chaud automatique, en gros, mes données sont répliquées en temps réel sur les 2 sites. C'est des sites, ouais. Et ce qui fait que si j'ai un des sites où mes données qui sont infectées, ou bien, voilà, parce qu'il y a un ransomware qui est arrivé, qui a chiffré des données, ça va se répliquer, en fait, sur l'autre site. Ransomware, c'est un virus qui, en gros, attaque ton système et te demande l'argent derrière, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a derrière une demande de rançon, parce que soit il a chiffré des données, soit il a tout effacé, voilà. Il a tout copié. Donc, ouais. Donc là, tu as ton système, tu as mis ton prêt en place à les équipes. C'est ça. À quelle fréquence est-ce que tu testes ça, en fait, pour être sûr que c'est toujours viable, que c'est pas outdated, c'est pas obsolète, des trucs comme ça, quoi. Alors, annuellement. Annuellement? Il faut le tester, voilà. C'est pas trop tard? Non, Ou bien ça dépend de l'entreprise, ça dépend des systèmes? Effectivement, dans la réglementation, quelque part, c'est l'objectif, en fait, c'est de tester annuellement, en fait, l'application. Bien évidemment, la partie documentation aussi, c'est une documentation, quand elle est revue, c'est annuellement qu'elle est revue. Donc, on profite justement des tests aussi pour être sûr que on déroule bien les gestes, en fait, tels qu'on les avait planifiés. Dans les cas spécifiques aussi qu'on peut voir dans d'autres entreprises, on aura une partie tests unitaires qui sont faites pour ces applications. Après, un exercice plutôt global qui va permettre de tester en fait en même temps l'ensemble de l'écosystème applicatif. Et c'est intéressant finalement parce que là, on teste la reconstruction de nos services infra, ensuite le redémarrage des applications. Une fois qu'on a redémarré les applications, on va également tester la communication entre ces applications partenaires, donc les flux d'échange en fait. Et se dit finalement, je suis en mesure de rendre le service qui s'est arrêté. D'accord. Donc, annuellement, c'est ce qui est recommandé et qui est réalisé pour la plupart. D'accord. Et donc, ça peut donc faire naître des ajustements en fait dans le plan parce qu'il y a des choses qui ont changé entre temps et puis
Tout à fait. On garde les choses quand même Ouais. continues, quoi, c'est ça. Et certains, par exemple, vont produire un document, d'autres, en fait, on va produire un document, d'autres vont l'appeler en fait un REX, un retour d'expérience, d'autres vont l'appeler plutôt un post-mortem, en gros. Et dans ce post-mortem, ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on aura nos pourcentages de réussite, de savoir, voilà, on avait 50 applications à tester, on en a 48 qui ont réussi dans les temps, on en a deux, par exemple, qui ont réussi, peut-être pas dans les temps, dans les délais qui ont été définis, ou qui l'ont simplement raté. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour une application qui a réussi comme une application qui est en échec, on peut avoir effectivement des axes d'amélioration. D'accord. Et l'objectif aussi, c'est que durant l'année qui est en train de s'écouler, qu'on puisse en fait suivre ces actions-là, qu'elles soient bien planifiées et qu'on corrige finalement tous les bugs en fait qu'on a détectés. Et derrière, pour être sûr en fait que tout a été bien pris en compte, on peut faire un test unitaire pour vérifier que tout est correct. D'accord. Mais test unitaire, c'est pas test unitaire dans le code. En fait, C'est un test non, unitaire sur le, là, c'est non, ce ne sera pas sur c'est le sur code le en système fait. d'information, quoi. Oui, ce sera vraiment sur l'application. On se dit, l'idée c'est de pouvoir dérouler les gestes techniques en fait de reconstruction, de remise en état de l'application. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je ne sais pas Voilà. préciser que c'est pas le code qu'on va tester C'est de pas manière le unitaire, code non, non. qu'on va tester. C'est le en fait. système d'information lui-même pour voir qu'il est résilient, des choses comme ça, Voilà, quoi. que je teste ma solution Si on- finalement de PRA que j'ai mise en place. Ouais, Mais plus sur la partie voilà, code et tout, ce sera plus en fait de test d'intégration et de mise à disposition de mon application. Et là, on sera plus sur je teste ma solution. mais du coup, là, d'après ton expérience, Mhm. quelle est la part ou bien le pourcentage d'applications critiques contre les applications non critiques qu'on a dans les boîtes aujourd'hui? Alors, tout va dépendre aussi du scope d'application Ça dépend a. aussi de l'industrie aussi où tu es, parce que dans la banque, par exemple, dans la santé, par exemple, on a parlé tout à l'heure de mots dégradés, par exemple. On a vu que des hôpitaux récemment se faisaient attaquer Mhm. avec du ransomware. Il y a des ransomware qui arrivaient dans les hôpitaux, du moins, il y a des pirates qui attaquaient les hôpitaux Oui. assez souvent, qui demandaient des rançons. Oui. On ne va pas mettre les patients dehors, on va faire un peu en mode dégradé, ou bien changer d'hôpital, des choses comme ça. Mais du coup, selon l'industrie, ça va être de quoi? De l'industrie, de la telle entreprise, ça va être on sait de quoi? J'ai envie de dire de tous ces domaines-là. Il y a la taille de l'entreprise aussi, il y a le secteur dans lequel on est. Et parce que finalement, dans certains secteurs, je veux dire, par exemple, pour les hôpitaux, pour prendre ce cas-là, Qui sont on des n'aura entreprises pas de services forcément essentiels, en beaucoup fait. d'applications. Voilà, qui sont des services essentiels. Ouais. On n'aura pas forcément beaucoup d'applications parce qu'ils vont aller à l'essentiel, Mhm. ce dont ils ont besoin. Et finalement, on peut se retrouver avec 70% ou 80% de leur périmètre applicatif qui sont essentiels en fait pour l'activité quotidienne de l'hôpital. Ouais, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'applications, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont pas essentielles, quoi. Au final, tout est Non, pas essentiel. oui, Ouais. pratiquement tout peut être essentiel. Après, il y en a, on peut s'en passer. Ouais. C'est sûr. S'il y a les différents contrôles, je sais pas, qui sont réalisés, il y a des fréquences exceptionnelles, bah, on pourra s'en passer en tout cas. Mais typiquement dans des grosses entreprises en tout cas qui seront même à l'international, qui seront en fait dans différentes régions et tout, il y en a où on peut frôler pratiquement 1500 applications. Ah ouais? Et dans les 1500 applications, il y a peut-être 10% qui seront des applications essentielles. D'accord. Parce que très souvent dans les services, ils peuvent développer des petits outils en interne, qui vont ouais. leur permettre en fait de faciliter le quotidien et qui finalement, si on doit reconstruire, bah, C'est pas grave, quoi. c'est pas grave. Ça coûte plus cher seulement, quoi. D'accord. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend finalement de chaque entreprise. C'est un peu compliqué de donner un nombre précis. Et donc là, tu vas faire un plan de reprise par application ou bien pour tout le périmètre de l'entreprise, en fait, au final? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le PCA reste un document unique, en fait, dans lequel on a des exigences, en tout cas, qui sont données. On a un périmètre qui peut être précisé, mais bon, très souvent, c'est dans les documents annexes, en fait, qu'on va pouvoir le préciser. Et maintenant, pour chacune des applications, ce qu'on va devoir avoir, c'est son plan de reprise, quelque part, parce que le plan de reprise n'est pas le même pour d'une application à une autre. Donc, il est propre à une application, ce plan de reprise-là, mais après, le PCA ou le PRA, il peut être un document générique. D'accord. Mais là, beaucoup tu parles de continuité d'activité, reprise d'activité. Moi, je viens de dire, c'est quoi la différence entre ce que toi tu fais et que fait un RSSI, par exemple, quoi, responsable de sécurité des systèmes d'information, par exemple? D'accord. C'est complémentaire, c'est concurrent, c'est Ça peut être la même chose? complémentaire et dans certaines entreprises, ce que vous allez voir, c'est que très souvent, la casquette de
RPCA, donc responsable de continuité d'activité, est porté par le RSSI. D'accord. Et surtout pour la partie IT. D'accord. Donc, pour IT. Mais le PCA, de manière globale, il est un peu à un niveau un peu plus élevé. Un peu plus élevé. Surtout qu'on a vraiment la partie métier, on a la partie IT. Alors, pour la partie RSSI, j'ai envie de dire, oui, c'est qu'une partie finalement de cette activité-là qui va être suivie par le RSSI, parce que sinon, son périmètre d'activité est un peu plus large. D'accord, je vois un peu. Mais là, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu grosso modo d'un exemple de ton client qui avait ces data centers là. Tu n'as pas un autre comme ça qui... Oui, bon. Celui dont j'ai précisé tout à l'heure, c'était même pas... La grosse C'était banque. pas chez un client, ouais, du coup, c'était pas un client où j'étais en mission, mais ce qui s'est produit véritablement chez un client où j'ai été en mission, par exemple, c'est... je me rappelle très très bien, on était à la pause midi au restaurant pour manger. Restaurant d'entreprise ou bien restaurant d'entreprise? Restaurant, ça tombe bien, on était dans l'entreprise même. Restaurant d'entreprise et tout de suite, en fait, il y a une crise qui a été déclenchée. Donc, notre responsable c'est un centre de service, notre responsable en tout cas a été contacté comme quoi il y avait un souci. Donc, il y a une mobilisation en tout cas de la cellule de crise qui ils sont contactés parce que bon, chacun était un peu d'un côté. Donc, ils ont mis en place une conf call pour pouvoir parler en tout cas de la situation et voir s'il y avait une décision de partir en PRA ou pas du tout. Donc, à l'issue de cet échange, effectivement, il y a eu un déclenchement du PRA. C'est un truc tout bête, en fait, qui s'est passé. C'est que dans une salle de serveur en data center, il y avait un petit levier là pour activer l'électricité ou l'éteindre. Et du coup, ils avaient fait un truc qui n'avait pas été protégé quelque part. Ouais. Il n'y avait pas de boîtier dessus. Donc, quelqu'un, juste en voulant prendre un carton au-dessus d'une armoire, en baissant son coude, en fait, à baisser. Involontairement, il a coupé la lumière. Voilà. Donc, toute une partie du data center a été coupée en électricité. Ouais. Et finalement, ça a déclenché en fait un PRA. Il fallait rebasculer en fait les services sur le deuxième data center. Parce qu'on ne savait pas si en réactivant, on allait pouvoir reprendre effectivement tous les services. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et la décision de partir en PRA, on a dit, on a un PRA qui existe, qui est testé chaque année. Donc, on va devoir... il faut l'exploiter, quoi. Il faut profiter de ça, ouais. Voilà. Ouais. Donc, ça a plutôt bien fonctionné, en tout cas. Mais voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une fois qu'on est dans une crise comme ça, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques heures et c'est bouclé. Mais ça va durer, en fait, beaucoup de temps parce qu'il y a toute la phase, en fait, analyse de la situation, remontée d'impact et tout, prise de décision par la suite. Mais bon, la prise de décision, elle va se faire un peu rapidement. Hein. Très souvent, dans les 4 heures, on a pris une décision. Mais après, il faut suivre, en fait, parce qu'il y a un scope énorme d'applications qui peuvent être suivies là et qui n'ont pas un délai de reprise identique. Et ce qui fait que c'est en continu. Donc là, on va travailler même dans la nuit. Et là, on rentre en gros dans un système un peu de gestion de crise où on fait un roulement des équipes également pour pouvoir... Et là, vous devez avoir remonter des indicateurs, des choses comme ça. Tout à fait. Pourquoi ça s'est produit, sur les points, les zones d'ombre qu'on a eu. Et donc, du coup, ça lance... Alors, c'est vrai qu'il y a une analyse à chaud qui va être faite une fois déjà qu'on a essayé de reconstruire. Bon, on a essayé de comprendre déjà quel est l'impact et tout. Donc, on sait exactement qu'on a 100 applications qui sont impactées, par exemple. Et parmi les 100, il y en a 30 qui ne sont pas les plus prioritaires. Il y en a 20 là. Il y en a un peu plus 20 qu'on va remonter ou bien un peu plus. Donc, il y a un suivi qui est fait et un reporting qui est fait à chaque, en fait, à des fréquences assez régulières pour savoir combien d'applications on a déjà réussi à reconstruire, combien de temps il nous manque en fait pour les suivantes, à quel moment est-ce qu'on estime avoir terminé. Donc, tout à fait. Et bien sûr, on va démarrer par celles qui sont les prioritaires, en tout cas. Oui. Pour le problème. Oui. Oui. Donc, voilà, petite anecdote en tout cas qui s'est produite, mais voilà. C'est sans grosses conséquences, mais bon, ça a coupé le repas de tout le monde. Ça il fallait perturbé, voilà, et tout, mais voilà, ça a plutôt bien marché derrière. C'est parce qu'on avait mis un plan de reprise d'activité derrière. Un plan de reprise si on n'avait rien mis derrière, on était mal barré. Il était testé chaque année. Ouais. Et ça permet en fait qu'on puisse l'exécuter. Ouais. Et je vais envie dire, c'est une fois qu'on vit ce type d'événement,
Quand on comprend pourquoi le poste est intéressant. l'entreprise et les utilisateurs et tout le métier comprend en fait l'importance effectivement. Parce que sinon, au départ, on ne voit pas trop ce que vous faites, quoi. Vous faites des suppositions. On suppose que s'il y a un incendie, on pourrait faire telle chose, en fait, quoi. Telle chose, voilà comment ça a fonctionné. Mais c'est pour ça que dans les bâtiments, il y a souvent des exercices de sécurité. On déclenche un test pour être sûr que les choses vont bien se passer derrière, quoi. C'est ça. Des exercices justement d'alerte incendie. Et du coup, on veut se rassurer que on se déplace comme il faut. On ne prend pas l'ascenseur, bien évidemment. Mais qu'on va surtout au point de rassemblement qui était défini et présenté à tout le monde. Ouais. Alors ça, c'est pas mal. Mais ça, tu as fait beaucoup de ESN. Et puis tu es rentré après chez Enedis, qui est ton client aujourd'hui, chez qui tu es. Je ne sais pas si on peut dire que tu es chez Enedis ou pas. Oui, je suis chez Enedis. Bon, c'est pas mon client, mais c'est. Du moins, c'est ta boîte. Aujourd'hui, tu es maintenant interne chez Enedis, quoi. Voilà. Ton employeur, maintenant, aujourd'hui, c'est Enedis. Tout à fait, ouais. Et là, tu fais maintenant chef de projet. Chef de projet, donc, sur ce domaine de reprise d'activité IT. Du coup, tu gères plusieurs équipes ou tu as une équipe avec qui tu travailles? Comment ça marche? Alors, j'ai une équipe avec qui je travaille et après plusieurs interlocuteurs avec qui j'échange sur le sujet. Voilà, pour rester un peu... Donc vous devez juste discuter ensemble tout le temps de plan de reprise d'activité, de tester. Après, c'est pas... Après, c'est, comme je disais tout à fait, on a un scope en fait qu'on doit suivre. Mhm. Et il y a un dispositif aussi qui est mis en place, qui est prouvé quelque part. Il y a toute la partie reporting, il y a pas mal d'éléments en tout cas qui rentrent en jeu sur ce domaine-là. Et bien sûr, oui, des tests en gros qui sont réalisés, qui sont planifiés, qui sont réalisés. Après, on est aussi dans une perspective d'évolution, d'amélioration continue de ce qui a été mis en place. C'est pas qu'une fois qu'on a mis quelque chose qu'on se dit voilà, ça fonctionne. C'est fait, ça marche, on ne touche plus, quoi. Mais on est aussi dans une optique à pouvoir l'améliorer. D'accord, ça c'est. En tout cas, dans l'informatique, on passe le temps à améliorer les choses pour que ça puisse tenir la route pendant longtemps. Et être sûr que, voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Du coup, toi qui es interne chez Enedis, c'est quoi la différence entre un interne et un externe? Toi qui as été les deux, qui étaient grosso modo deux côtés de la barrière, c'est quoi la différence? Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent souvent, est-ce que moi je commence par des entreprises de services numériques avant de partir chez un client interne, ou alors est-ce que je vais directement chez un client interne et puis ça va bien se passer, quoi? C'est quoi ta vision sur la chose, toi qui as fait un peu les deux côtés de la chose? Alors, le fait d'être passé en fait en externe m'a permis de voir un peu plusieurs manière de fonctionner. D'être d'abord externe, d'abord, c'est ça. Hein. Voilà, d'être externe, ça m'a permis en tout cas d'avoir un peu cette vision-là et de toucher finalement plusieurs secteurs d'activité parce que j'ai été dans le domaine de la banque, domaine de l'industrie aussi, où je suis actuellement aussi. Finalement, on a une vision un peu large, en tout cas, de ce qui fonctionne, de ce qui est fait. Et après, j'ai intégré en tout cas l'entreprise et en termes de... Donc, il y a plus de responsabilités, en tout cas, quand on est un peu externe, on est plus à la tâche, à se dire, voilà, j'ai ça à réaliser, donc je fais ce qu'on attend de moi, et c'est bon. Ah, d'accord. Mais voilà, quand on est en interne, c'est un peu différent. Et on est aussi dans cette recherche-là, finalement, d'amélioration. Et bon, ce qui est aussi intéressant, c'est pour dire aussi qu'il n'y a peut-être pas une bonne façon de faire, de se dire je démarre plutôt externe avant d'être interne. Ah bon? Je démarre plutôt interne avant d'être externe. Parce que finalement, il y a aussi la possibilité d'avoir des... je ne sais plus comment je vais utiliser le terme. C'est un peu comme des rencontres finalement où on peut avoir des chefs de projet dans le même domaine en fait, de différentes entreprises. Où on peut se retrouver autour de la table et discuter un peu sur ces évolutions-là, qu'est-ce qu'on met en place, comment ça fonctionne chez nous, qu'est-ce qu'on a pris en compte. Et ce cercle, finalement, d'échange, de discussion apporte également un plus par rapport à l'amélioration qu'on peut apporter à l'entreprise. Oui. Et après, quand on a une équipe aussi, qui est aussi constituée des externes, c'est vrai qu'ils apportent aussi... un plus en fait par rapport à ce qu'ils ont vu ailleurs, ce qui est mis en place, un regard un peu critique ou un rapport d'étonnement, en tout cas pour ce qui est mis en place, ça permet aussi de s'améliorer. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on trouve. De comment on se trouve, quoi, comment on ressent les choses en fait. Voilà. Mais du coup, toi qui es chef de projet aujourd'hui, tu coordonnes surtout le plan de reprise d'activité, mais tu ne les mets pas en place.
Alors, j'ai une délégation en tout cas pour pouvoir le gérer. D'accord. C'est sûr, parce qu'il y a bien sûr un responsable de PCA qui n'est pas moi. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, j'ai délégation en tout cas pour piloter cela, suivre et gérer en fait avec toutes les instances qu'on a Mm. en interne en tout cas sur le sujet ou bien en externe aussi. Quelle est la place que toi tu accordes à un développeur ou bien un ops ou alors un admin système ou alors un mec de la cybersécurité dans le plan en fait, le plan de reprise d'activité? Alors, je pense que C'est essentiel, on peut s'en passer. c'est essentiel en fait parce que finalement, c'est lui qui maîtrise, très souvent, c'est des personnes qui maîtrisent mieux l'application. Mhm, Nous, par exemple, on sera sur un aspect un peu fonctionnel mhm. et l'aspect technique reste finalement essentiel parce que s'ils ne sont pas là, on a beau définir en fait des choses, mais s'il n'y a personne en gros pour pouvoir les exécuter, pouvoir les mettre en place, bah, On est pas mal barré quoi. on est un peu mal. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, finalement, d'avoir développé l'application, de l'avoir sécurisée, de pouvoir mettre en place, tracer en fait tout ce qui a été fait, ça reste essentiel. Et après, il y a une notion que tu as ajoutée qui touche un peu la cyber. Moi, je suis dans un pôle, effectivement, qui est pôle cyber et qui va amener un scénario aussi un peu différent. C'est un projet sur lequel j'ai aussi travaillé et sur lequel je peux être aussi impliqué. Hein. C'est de se dire, finalement, oui, on peut avoir une attaque cyber et on sera plus sur un scénario où on ne perd pas un data center, mais on a deux En data même temps. centers qui sont impactés en même temps. Et qu'est-ce qu'on met en place? Là, on est véritablement, effectivement, sur un volet cyber. Et ce qu'on va devoir travailler, c'est de se dire, on ne sera plus véritablement sur un plan de reprise d'activité, mais on sera plutôt sur de la cyber-résilience. D'accord. Comment je réussis à maintenir mon activité en étant attaqué en même temps, ou en gérant ces aspects D'accord. en même temps. Parce que le plan de reprise d'activité arrive quand il y a eu un problème et qu'on veut relancer la machine en gros. Voilà, sur un data center, Oui. en gros, on a une patte en gros qui est, Qui est défaillante. qui est défaillante. Et on a au moins on a la deuxième sur laquelle on peut se reposer pour pouvoir reprendre. Et par contre, il y a la cyber-résilience qui dit même pendant qu'on m'attaquait, c'est pas grave, les gars. Moi, Voilà, j'ai les deux. En j'ai les gros, deux. J'ai des sont choses que vous ne savez pas voir en impactés, fait. Quoi. voilà, Ouais. et comment est-ce que je réussis à finalement à contenir l'attaquant Mhm. ou à le délimiter en fait dans son action. Et là, on va toucher des aspects qui sont un peu liés aussi à la cyber. On va parler un peu plus de plan de défense quelque part, qu'est-ce que je mets en place, mais derrière aussi de savoir comment est-ce que je vais gérer ou bien comment est-ce que je vais reconstruire mes applications, qu'est-ce que j'ai mis en place. Et effectivement, j'ai envie de dire, comme le PRA, c'est quelque chose qu'on travaille en amont. Et c'est pas quand on est en crise qu'on se demande ce qu'on va faire. On a déjà travaillé en amont, on a défini tout cela. Et maintenant, quand on est en crise, on va pouvoir le Alors, j'ai appuyé sur le bouton. Et puis, surveiller que ça se passe bien. Voilà. Souvent, ça se passe bien ou Bon, après, en termes ça dépend de la préparation? Oui, ça dépend de la préparation. Et après, je n'ai pas forcément eu beaucoup de cas où où on a été victime et il fallait le déclencher. Je vais dire dans mon parcours en fait global. Hein. Mais ça reste utile en tout cas quand on est. L'idée, c'est que ça se Quand passe on est à bien. l'intérieur, ça se passe bien. Ouais. On est en train de descendre doucement vers la fin là. Je vois 2 ou 3 choses encore avec toi, ce qui est plutôt autour de toi, j'ai envie de dire. Moi, je sais que tu donnes aussi des formations dans des facs, surtout à Nice, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi? Tu veux rester dans le monde de la formation? Alors, effectivement, à l'Université de Nice, donc, je vais donner un cours de quelques jours hein, sur effectivement ce domaine de la quantité d'activité. J'aborde notamment la quantité d'activité donc, avec la notion de BIA, c'est-à-dire les entretiens qu'on fait avec les métiers pour pouvoir détecter leurs besoins. Derrière un arbitrage qui est fait. La reprise de métier, la reprise de IT. Je parle aussi de la gestion de crise et une petite couche un peu sur la cyber-résilience. Donc là, c'est un cours donc, que je donne, ça fait déjà quelques années à l'Université de Nice. Donc c'est le master que j'ai fait. Et donc j'apporte un peu cet aspect pratique aussi. Pratique, ouais. Voilà, dans mon cours. Et, voilà, dans chaque année, en tout cas, j'interviens là-dessus. Et juste pour savoir quand même, est-ce que selon les entreprises dans lesquelles tu travailles, selon les départements dans lesquels tu travailles, il faut être naturalisé des fois ou pas du tout? Non, je ne Non, dirais pas du pas tout. que c'est. C'est pas important. Oui, c'est pas important. Après, ce qu'il faut voir, c'est tout dépend des entreprises.
dans lesquels on va, en fait. Là, par exemple, si on va travailler dans le secteur peut-être qui est lié à l'armée, ou voilà, où effectivement il y a cette contrainte-là qui est présente. Mhm. Mais dans les autres Parce que domaines, c'est un peu sensible le truc, quoi. Le plan, c'est assez sensible pour l'entreprise. Il faut que ce soit bien fait, bien mené pour que s'il y a un problème, oui, je suis tout à fait d'accord. que ça puisse se relancer, quoi. Et finalement, l'activité, elle est assez grande. Ouais. Et finalement, elle fait intervenir plusieurs interlocuteurs. Et comme je disais, on peut avoir une équipe avec des prestataires. Et on n'ira pas regarder, en fait, si la personne est naturalisée ou pas du tout. D'accord. Donc, finalement, sinon, ce n'est pas un critère, en fait, qui est défini, sauf si on est dans des secteurs assez spécifiques, en fait, qui touchent l'armée, qui touchent... voilà. Et quand on parle, par exemple, de résilience, c'est un terme qui est plutôt venu. En fait, je vais dire même en termes de continuité d'activité, quand on regarde en fait les origines, les sources et tout, ça découle plus de l'armée en fait. Ah oui, d'accord. Effectivement, parce que eux qui sont habitués à ce genre de choses, il faudrait Voilà. que ça puisse tourner à tout moment. La défense, ça attend pas, quoi. Voilà. Parce que quand on va te provoquer, là, il faudrait que tu puisses être à même de... je sais aussi que tu es très, 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 très croyant. Hein? Tu es pasteur aujourd'hui ou tu envoies du pasteur? On a discuté, je n'ai pas tout compris, mais bon, tu es très, très croyant. Moi, l'idée, c'est de dire quel est l'équilibre que la foi t'apporte pour réussir ton parcours pro, en fait. Oui, d'accord. Oui, effectivement, ma foi, c'est quelque chose qui est essentiel, indispensable en tout cas dans J'ai ma envie de vie. dire que si tu pouvais, te connaissant un peu, si tu pouvais arrêter de travailler pour faire que la foi, ça te dérangerait même pas du tout. Ouais. Tu travailles parce que c'est une nécessité, la foi, c'est essentiel d'abord. C'est essentiel, c'est primordial. Et effectivement, oui, je suis aujourd'hui dans un parcours de formation plutôt pastoral. Ouais. Aussi, en plus, en tout cas, de ce que je fais. Ça fait de grosses journées. Surtout que tu es père de famille, tu es chef de famille, ça fait des grosses journées quand même. Oui, tout à fait. Et après, il y a Parce que je sais que hier, tu t'es couché à... On tourne aujourd'hui là, mais bon, pour ceux qui ne sachent pas, tu t'es couché à quoi, 2 heures? Et à 5 ans, on s'écrivait déjà. Je sais plus à quelle heure on s'est couché à minuit et à 5 ans, on s'écrivait déjà. Plutôt à minuit. À minuit, à 5 ans, on s'écrivait déjà en fait. On s'écrivait déjà, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que en fait, oui, effectivement, les enfants parfois peuvent réveiller un peu plus tôt aussi. Et parfois, on profite pour regarder ou traiter en fait ce qu'on a du côté, ouais. Voilà, ou préparer aussi sa journée avec que ce soit des messages ou des choses comme ça qui sont prévues. Donc, tout à fait, oui, il y a cette petite organisation qui se met en place. Et en fonction des priorités aussi. Je veux dire, il y a des moments où telle activité peut passer prioritaire par rapport à d'autres. C'est fait que le week-end, par exemple, on sera plus en fait sur des activités un peu plus spirituelles. Spirituelles, ouais. Voilà, c'est le moment. Et c'est essentiel. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Donc, un parcours, oui, plutôt formation en cours là, et qui est plutôt vers la fin en tout cas, du parcours de formation, où je suis en stage actuellement dans ce parcours pastoral. Pastoral. Ouais. Donc, c'est pour quand? Il y aura un prat pour le... Quand tu es absent, pour qu'on te remplace, comment ça marche? Ce qui est top, en fait... Tu vas mettre un prat pour que si tu es absent, qu'on te remplace facilement, ou bien pour remplacer quelqu'un qui est absent facilement? Ce qui est top, en fait, effectivement, c'est que je suis actuellement dans une équipe avec laquelle on travaille. Et ça permet de mettre un équilibre aussi dans cette perspective. En tout cas, dans l'avancée de ce projet-là, on est plus une implantation aujourd'hui d'église qui demande aussi beaucoup. Mais le fait d'avoir une équipe et de pouvoir se reposer les uns sur les autres, pouvoir travailler ensemble, ça permet d'avancer sereinement, progressif et sereine un peu sur le projet. Ça rejoint un peu finalement le PCA, comme on parle, parce que finalement, quand on est une équipe, on sait que si une personne n'est pas là, l'autre peut remplacer, ou on essaie de trouver des palliatifs en tout cas. Il y a des réflexes du boulot que tu ramènes dans la foi et inversement, la foi te solidifie pour gérer les situations qui arrivent, quoi. C'est essentiel en tout cas, c'est essentiel. Et je rigole, mais effectivement, je trouve que, et c'est un constat que j'ai fait lorsque j'ai intégré en tout cas ce secteur d'activité aussi, c'est qu'on fait du PCA en fait sans le savoir. Chacun le fait un peu chez lui, ouais, sans le savoir. Mais on le réalise tous ensemble. C'est un peu quand les parents, par exemple, quand ils vont chercher leurs enfants, ils se mettent d'accord pour dire aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Voilà. Et si je peux pas, je te préviens. Comme ça, je préviens le voisin. Je préviens le voisin, tout ça. Et de se dire, voilà, si je dois recevoir des gens, je sais pas, on a prévu telle chose, mais on ne sait jamais. Vous voyez, le thème, en fait, on ne sait jamais, finalement, ça nous amène à mettre en place un PCA. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et dis-moi, toi qui es dans ce domaine-là, c'est quoi les perspectives, en fait? C'est quoi?
quand on a mis les plans, c'est quoi le plan? Je ne sais pas si je vais appeler ça plan de carrière, mais quels sont le futur du PCA, c'est quoi en fait, quoi? Du PR, du PRA, du PCA, la continuité d'activité, en gros, c'est quoi? La gestion des risques, bien sûr. Ouais. Alors, du coup, en termes de plan de carrière, c'est vrai qu'on peut... Après, l'idée, c'est de voir comment ça clash un peu, ou bien comment ça se télescope aussi avec la partie cybersécurité, des choses comme ça, quoi. Alors, j'ai envie de dire, oui, effectivement, c'est vrai quand on a un plan de carrière, on démarre un peu au bas de l'échelle, hein. L'idée, c'est de pouvoir progresser en touchant un peu de tout. Là, je parle simplement aussi du PCA, du PRA, mais on a peut-être pas, on ne mesure peut-être pas tout ce qui est mis en place en fait pour pouvoir arriver à cela. Et les tâches, parfois, quand on les liste simplement, on peut se dire, mais c'est simplement ça qu'il y a à faire, mais non. C'est effectivement toute une équipe, toute une organisation, et sachant que la ressource la plus compliquée à gérer, c'est la ressource humaine. Ouais, la ressource humaine. Sûr. Pourquoi la ressource humaine? Les gens sont compliqués, c'est ça? C'est difficile de trouver des personnes, c'est quoi? Non, 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 en fait, je vais dire quand on va déclencher en fait un PRA déjà, parce que là, par exemple, si je vous dis qu'on est en crise, en fait, il y a pas mal d'éléments en fait qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que chacun ne gère pas les émotions de la même manière, on a envie de dire. Et il y en a qui sont plus stressés en fonction de ce qui s'est produit. Si on est plus sur un sinistre en fait qui a causé par exemple la perte d'une vie humaine, il faut réussir à travailler dans cette circonstance-là quelque part. Et c'est d'amener finalement des personnes aussi qui travaillent dans ce domaine à prendre conscience de cela, à pouvoir se mettre dans un ordre de bataille en fait pour pouvoir être en mesure de gérer cela. Et quand on parle de gestion de crise aussi, on va parler de la communication et tout. Donc, grosso modo, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, mais aussi dans cette progression, un plan de carrière et tout ça, c'est oui, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut commencer, on peut démarrer et finalement progresser en fait, être chef de projet, pouvoir être un manager quelque part. On peut devenir un RPCA, donc RSSI même, c'est un, voilà. Ah, on Pour parlait jusqu'à progresser RSSI dans ce sens-là, ou même progresser encore plus loin. Et aujourd'hui, c'est vrai on a des risques qui sont aussi beaucoup liés à la cyber. Et les entreprises se mettent véritablement en notre bataille aussi pour pouvoir pallier à cela. Donc, il y a un moment, on devait parler plus de PRA, de quantité d'activité, se limiter à cela. Mais effectivement, aujourd'hui, plus on avance, plus on s'intéresse aussi à ces nouveaux risques qui sont présents. Et du coup, on a ces scénarios qui sont liés à des attaques cyber qui vont davantage nous intéresser, de se dire, on est plus dans la prolongation finalement du PRA. Le PRA, il s'est limité à un scénario, mais là, on va introduire de nouveaux scénarios et qu'on va devoir, en fait, on va pouvoir répondre quelque part. Donc, en termes d'organisation, il y aura un plus à mettre en place parce que en même temps que je suis en train de reconstruire mes applications et que je suis en train de remettre en état mon activité, quelque part, il y a une surveillance cyber qui est en train d'être mise en place parce que si on a été attaqué, il faut pouvoir être sûr qu'on a bien bien assaini en tout cas notre système d'information, mais derrière qu'on reste aussi vigilant pour ne pas être attaqué en même temps qu'on est en train de reconstruire. Donc, ça porte quelque part une couche une couche supplémentaire en fait à ce que le PRA ne peut pas répondre. Pour terminer là, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut choisir le chemin ou bien qui veut aller faire du PRA en fait, quoi? Qui veut aller faire du PRA, ok. Ou bien de la gestion de risque. Oui. Tout ce dont on a parlé. Tout ce domaine et tout, il est vaste, hein. Il est très très large. Et j'ai envie de dire, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi pour parler un peu de moi. Et je l'ai saisie sans savoir où j'allais en fait. Et qui m'a permis de découvrir finalement tout ce que je peux vous expliquer aujourd'hui, que je ne connaissais pas du tout. Je vais dire, quand on me demandait, mais qu'est-ce qu'on veut devenir dans la vie, jamais je n'aurais cité ce que je fais actuellement. Mais la curiosité aussi, quelque part, amène aussi à pouvoir s'y intéresser. Et je trouve que c'est davantage intéressant parce qu'aujourd'hui, les risques auxquels on fait face aussi, et l'entreprise aussi, oui, elles sont établies, elles sont présentes et vont devoir être dans cette perspective à pouvoir maintenir l'activité qui est déjà présente. Aujourd'hui, là, par exemple, quand j'ai parlé de mon master que j'ai fait, je disais, moi, à ma promo, on était 8. Aujourd'hui, quand je vais donner des cours, j'ai plutôt une vingtaine de personnes devant moi. Ça intéresse plus de monde, quoi. Plus, voilà. Et j'ai eu l'occasion de discuter, grâce en fait, à ma responsable de master, hein, c'est la même aujourd'hui avec qui je garde de très bons contacts. Elle m'a permis aussi de discuter avec des personnes qui étaient en master 1, qui réfléchissaient en fait à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire plus tard. Donc, finalement, se dit, il y a ce domaine aussi qui est présent.
et qu'il Que- faut regarder Que beaucoup quelque ne connaissent part, pas aussi. que beaucoup ne connaissent pas forcément, voilà, et qu'il faut regarder aussi. Et il y a se du dire, boulot mais dedans. est-ce que, bah, il y a du boulot. Oui, il faut bien le dire parce que Parce tout le monde voilà. ne sait pas. Parce que on voit plus les métiers à la mode. Oui. Développeur, DevOps, sécurité. Mais les métiers, data, machin, des trucs comme ça. Voilà. Mais les métiers un peu essentiels, mais pas. Comment on dit ça? Pas assez mis en avant, à mon avis. Mhm. Comme le tien, c'est l'occasion C'est l'occasion, oui. tout de, à fait. de montrer à d'autres personnes qu'il y a d'autres voies derrière. Quoi. Mm. Parce qu'on voit des testeurs aussi passer des fois, on voit des chefs de projet, des Scrum Masters, Mm. mais RSSI ou bien plan de continuité d'activité. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir le métier là comme ça. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui connaît un peu Oui. ce que c'est en fait. Surtout quand on n'a pas fait de grosses boîtes ou bien quand on a fait de grosses boîtes, on s'est limité juste à son code. À son code, oui. Ouais, souvent, on ne se voit pas, on lève pas la tête pour voir ce qui se passe autour. Mm. En fait, ça peut être pas mal. En fait. Ok. Bon, ben, merci beaucoup. Un Merci. plaisir. Comme je dis toujours, est-ce qu'il y a des questions que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posées? J'ai loupé un point que tu aimerais compléter rapidement. Non, je pense qu'on était assez large. Ça a permis de balayer en tout cas pas mal de points. Mhm. Il y en a peut-être sur lesquels voilà, j'ai été moins précis parce que, bon, compte tenu du temps aussi, on ne peut pas On tout peut pas être- développer. Hein. En tout cas, je voulais discuter avec c'est pas le José. cours. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Souvent, il répond assez bien. Ouais. Il est Ouais. assez présent dessus. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, en toute façon, c'est un secteur en tout cas qui est intéressant en fait, Ouais, et ouais, qui est aussi voilà, qui est aussi ouvert porteur. Et mais voilà. Peut-être. Avant qu'on ne parle, à un moment donné, tu as parlé de résilience, en fait. Tu as dit qu'on parlait plus de plan de continuité d'activité, mais on parlait plus de résilience. C'est ça, si j'ai tout compris. Oui, en fait, le PRA, il est toujours présent parce Oui. que oui, ça couvre effectivement un scénario. Mais aujourd'hui, oui, on s'intéresse un peu plus à la résilience cyber, de se dire, bah, Si on on attaquait. entend parler, hein, en Ouais. tout cas, de toutes les façons, des attaques aujourd'hui. Et se dit, mais qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir repartir? Et bien évidemment, comme le PRA, quand il a démarré, il a intéressé plus de grosses entreprises, en fait, qui ont aussi des moyens pour mettre sur la table sur ces sujets-là. La résilience aussi, on est un peu plus dans cette tendance-là, mais ça commence à s'élargir, en tout cas, sur pas mal de secteurs. Merci encore. Trop, très gentil. Et j'espère que personne ne repartira bredouille de ce qu'on a vu ensemble. Plaisir. Bon, on arrive au terme de cet échange avec José. J'espère que vous ne repartez pas les mêmes bredouilles, comme je viens souvent le dire, et que vous avez appris des choses, surtout dans cette activité, ce profil, ces compétences qui ne sont pas assez vulgarisées. N'hésitez pas, si vous voulez échanger avec José, il est sur LinkedIn, il répond assez bien à toutes les questions. Je mettrai le lien vers sa page LinkedIn aussi dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, comme d'habitude, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Ça nous permet comme ça d'attirer plus de monde, de faire connaître la chaîne et puis d'ouvrir les esprits, de permettre à d'autres personnes de voir qu'il y a des choses qui sont possibles en tant qu'informaticien et de réussir sa carrière. Ok? Encore merci et puis à très bientôt.